Hello, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. On est super contents et contentes de vous retrouver ce soir. Je suis Maëlle Lecor, je suis journaliste société chez Mademoiselle et on est très contente de vous retrouver pour passer un moment avec vous à l'occasion du 17 mai. Donc le 17 mai, c'est aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie, la transphobie et l'intersexophobie. Voilà, c'est une journée qu'on voulait célébrer, dont on voulait parler avec vous, c'était important, et donc on le fait à l'occasion de la chronique queer, qui a un temps récurrent et un temps fort de chez Mademoiselle sur Twitch. Avec moi ce soir, car je ne suis pas toute seule, il y a mon camarade de la rédaction de Mademoiselle, Anthony Vincent, qui officie à la rubrique mode. Bonsoir Anthony. Bonsoir Maëlle. Avec nous aussi Anna Chan, streameuse du crew Mademoiselle, Bonsoir, qui donc Maëlle. fait la chronique queer. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas ta chronique et qui devraient la connaître? La chronique queer, c'est une hebdomadaire, donc c'est une émission que je fais tous les vendredis soirs normalement, bon, sauf exception. Tous On les est vendredis mardi, soirs, je rappelle, tout le monde est mardi. Oui, là c'est exceptionnel, c'est 17 mai en même temps, voilà. Mais oui, normalement c'est une émission tous les vendredis que j'ai lancée en début d'année pour, en fait, la base de l'émission, c'est de la sensibilisation assez vulgarisée, avec des termes assez simples, etc., sans rentrer dans trop de détails non plus, sur des sujets d'actualité, des reviews d'articles, de journaux, etc., qui parlent de sujets actuels. On a notamment évoqué le cas des femmes trans dans le sport, qui a fait beaucoup de bruit, notamment avec Lia Thomas aux États-Unis, tout ça. Donc, déconstruire un petit peu les préjugés là-dessus. Et donc voilà, c'est tous les vendredis soirs, 19h à 21h. Et là, du coup, ça prête son nom pour cette émission de ce soir, quoi. Tout à fait, merci beaucoup. Hein. Je prends les rênes temporairement. Hein. Après, je te rends la chronique queer. Je ne me l'approprierai pas. Ah non, mais c'est un honneur, justement. Oh. Et avec nous aussi, Sacha Yaropolskaya. Bonsoir Sacha. Bonsoir tout le monde. Alors on t'a déjà vu chez Mademoiselle, tu étais avec nous au live de l'entre-deux-tours. Voilà, bon, on avait envie de te réinviter. Alors toi tu es militante, transféministe, tu es aussi cofondatrice de XY Media, qu'on aime beaucoup chez Mademoiselle. Peut-être pour les gens qui ne connaissent pas XY Media, qu'est-ce que vous faites ? Du coup, c'est un média audiovisuel transféministe. Du coup, on produit principalement des vidéos, des TikTok. On va bientôt faire des podcasts. On va bientôt faire du stream aussi. Du coup, voilà, c'est à peu près ça. Et on traite pas seulement les sujets trans, pas seulement les sujets féministes, mais en fait, à peu près tous les sujets sociétaux, avec un prisme transféministe très militante. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez nous checker sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Voilà. Ouais, soutenez XY Media, c'est important, vous faites un super taf. Alors, du coup, cette année, voilà, on lance la chronique queer spéciale 17 mai. L'an dernier, on avait aussi fait un Twitch avec Anthony, justement avec Sophia, qui est streameuse, qui est aussi membre de XY Media, comme quoi vous allez croire qu'on se renouvelle pas du tout, mais pas du tout, on se renouvelle. On avait parlé de nos petites victoires des uns et des autres. Voilà, c'était un grand live, on avait parlé coming out, visibilité, on avait parlé de beaucoup de choses, c'était très chouette. Parce que le 17 mai, c'est une journée un petit peu particulière quand on est une personne de la communauté LGBT, mais c'est aussi une journée où les médias parlent beaucoup de ces sujets-là, parlent beaucoup des violences qu'on subit, parlent beaucoup d'agressions. Il y a voilà, des associations qui se mobilisent beaucoup sur le sujet. Et c'est vrai que nous, on avait eu envie de proposer un petit peu autre chose et de proposer quelque chose d'un petit peu plus positif. Donc voilà, cette année, on change de thème aussi. On va vous présenter ça très rapidement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous qui êtes sur le chat, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à poser vos questions, ne soyez pas timides, on est là pour y répondre. Donc voilà, débattez dans le respect des uns des autres, bien entendu, sans vous insulter. Et puis abonnez-vous à la chaîne Twitch de Mademoiselle, bien entendu. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà. Coucou le chat, maintenant vous êtes quelques-uns quand même, hein, ne partez pas, restez avec nous. Voilà, on va parler de plein de choses passionnantes. On voulait parler justement d'Emmanuel Macron. Vaste sujet. Non, on voulait parler justement de... comment tu as trouvé ce titre, Anthony? C'est toi qui est venu avec cette idée, justement. Macron à l'épreuve des LGBTQI+. Macron. Ou les LGBTQI+, à l'épreuve de Macron, plus justement. En fait, on a pensé cette émission aussi par rapport au mandat ce mandat qui vient d'être renouvelé pour Emmanuel Macron, parce que c'est un climat politique extrêmement tendu. Et en fait, ça permettait aussi de faire le bilan par rapport à ce qui a été fait pendant ce premier mandat, afin de voir qu'est-ce qu'il allait advenir pendant ce deuxième mandat, est-ce qu'on était plein d'espoir ou pas. Et voilà, c'est une épreuve. une véritable épreuve. Bah, justement, voilà, qu'est-ce qu'était, je sais pas dans quel état d'esprit vous étiez en 2017 au moment où Macron prend les rênes de la présidence en France? Est-ce que vous vous souvenez est-ce que vous étiez plus sceptique ou plein d'espoir au contraire? Surtout, c'était qui Macron pour vous avant 2017, avant d'être président, quoi?
Après, moi, en 2017, bon, je suis assez jeune, j'avais 18 ans. Ouais. J'avais à peine le droit de vote, c'est-à-dire que je suis né en janvier, les votes c'était en avril. D'accord, donc primo-votante à ce moment-là en 2017. Ouais. C'est ça. Et en plus de ça, pour remettre dans le contexte, j'étais pas encore out. Ouais. C'est-à-dire que, bon, voilà, j'étais pas encore. Je me renseignais pas autant qu'aujourd'hui en plus de ça. Donc Emmanuel Macron, comme beaucoup de gens, on le voyait arriver de nulle part. C'était le candidat jeune et dynamique tout à fait. Pour beaucoup de personnes. C'est ça. Mais je savais qu'à l'époque déjà j'avais plutôt des idées de gauche, donc j'avais déjà mes idées et en fait le truc c'est que en second tour en tout cas on s'est retrouvé avec un second tour comme pour cette année quoi. Et à ce moment-là c'était un petit peu perdu. En fait j'essayais de me renseigner sur Emmanuel Macron parce que voilà il y avait encore cette histoire de barrage à l'extrême droite. Et le truc c'est que il y avait quasiment rien déjà sur lui finalement. En fait, c'était assez dur de se renseigner. Il y avait beaucoup de gens même qui parlaient d'Emmanuel Macron comme étant un candidat sans programme. Donc, en fait, c'était un petit peu un flou. Et aujourd'hui, en tout cas sur la question des LGBTQI+, c'est encore un flou finalement. Je pense qu'on va en reparler. Ouais, on va développer tard, tout ça. Ouais. Mais en fait, voilà, c'était un petit peu un flou. Emmanuel Macron, on savait pas trop si c'était une bonne idée ou pas, mais on s'est dit c'est peut-être une meilleure idée que les autres. Et finalement, peut-être pas. On savait pas. Donc, moi, c'est comme ça que je le voyais en tout cas en 2017. Et aujourd'hui, évidemment, ça a changé. 5 ans ont passé, voilà. Mais à ce moment-là, c'était une période de flou, quoi. Ouais. Sacha, du coup, toi, tu as un petit positionnement un peu différent, puisqu'il me semble que tu es arrivé en France en 2018. Ouais, c'est ça. Du coup, genre, comme vous, je pense que j'avais une idée encore plus vague parce que j'étais pas à point sur la politique française. J'étais assez occupé par ce qui s'est passé. Tu t'es bien rattrapé quand même depuis sur la politique française. Je pense que j'ai fait mon homework. Mais genre, je pense, à l'époque, j'avais une idée un peu cliché de ce qu'on dit en russe. En fait, en russe, on a un mot péjoratif pour décrire l'Europe comme un bastion des droits LGBT. Ça veut dire gay Europa. On dit gay Europa, genre donc gay Europe. C'est un truc un peu péjoratif aussi. Oui, c'est un peu péjoratif. Ouais. Comme je dis, c'est utilisé par les homophobes, genre cassez-vous, partez dans votre gay Europe, etc., etc. Et du coup, en fait, je me disais, en comparaison avec la Russie, la France et d'autres pays européens, ça devait être genre un contraste saisissant et il y a plein des avancées, etc., etc. Et donc, à l'époque, j'étais assez naïf, on va dire, sur beaucoup de sujets concernant les droits LGBT en France. Donc, quand je suis arrivé en France, je ne vais pas dire que j'avais des lunettes roses, mais j'étais quand même pas conscient de toutes les réalités qui se passaient. Et puis, ensuite, du coup, quand je suis arrivé en France, c'était dans le cadre du parcours migratoire, c'était pour demander l'asile. Et très vite, 3 jours après mon arrivée, je suis arrivé dans l'association Accept-ST. Et l'association Accept-ST, elle accompagne des femmes trans migrantes séropositives pour un bon nombre d'entre elles. Et c'est là que j'ai commencé aussi de recevoir de l'aide par rapport au cours de français, par rapport à la demande d'asile, etc. Et je pense déjà ça m'a alerté sur les conditions d'accueil des migrants LGBT en France, que en fait ce sont des associations, ce sont des bénévoles qui apprennent à ces personnes le français. C'est aussi ces associations là qui leur aident à trouver un hébergement, etc. Et en fait, dans beaucoup d'aspects, en fait, il y a un délaissement total de l'État et c'est les associations qui interviennent pour aider, aider aux gens qui arrivent en France. Donc, je dirais que très vite, je me suis politisé et ensuite, quand juste 3 mois après mon arrivée, on a fait la marche au bois de Boulogne pour Vanessa Campos, qui a été assassinée, qui était une femme trans migrante travailleuse du sexe. Et en fait, très vite, en fait, j'ai vu que c'est juste un mirage, cette histoire de la France énormément progressiste et aussi cette image, comment dire, cette réputation qu'utilise aussi Macron à l'international. En fait, ce n'est qu'un mirage parce que quand on voit comment la France traite les migrants LGBT, les personnes racisées LGBT, même en général les personnes précaires LGBT, très vite on comprend que c'est faux, quoi. Et voilà, donc au début, j'avais juste... C'était un peu idéal. Pas idéal, mais c'était juste un peu vague. Je comprenais pas la situation, je pense. Et dès que je me suis confronté à travers l'expérience personnelle et empirique, et à travers aussi en voyant ce qui se passait autour de moi, et en rencontrant des militants LGBT, très vite, je me suis, on va dire, désenchanté. Bien sûr. Du coup, je voulais faire un petit retour. Moi, j'ai repris un petit peu le programme d'Emmanuel Macron en 2017 pour voir...
ce qu'il y avait dedans. On a un petit peu potassé avec Anthony, on a fait une petite recherche. Bon, dans le programme, il n'y avait pas grand-chose pour les personnes LGBT. Il y a un engagement, ça qui est très clair, c'est qu'en 2017, Macron s'engage à ouvrir la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Il l'a fait... On va revenir un petit peu plus tard. Dans la douleur. Dans la douleur. Et bon, dans quelles conditions, on va en reparler un petit peu plus tard. Mais en tout cas, il se trouve que c'est une promesse de campagne et que, arrivée en 2022, elle est effectivement honorée. Mais ce qui est intéressant, et ça rejoint peut-être certaines choses que tu as dit, Sacha, c'est que c'est aussi un candidat qui, en 2017, donc on est au milieu de la campagne, on est en février-mars, qui déclare qu'on a humilié les opposants à la manif pour tous. Il est questionné là-dessus et il a cette déclaration. C'est aussi quelqu'un qui va donc d'un côté qui s'engage sur la PMA, qui a ses propos, qui ne cache pas qu'il discute avec Philippe de Villiers, donc qui est quand même un peu la figure la plus conservatrice qu'on a en France à l'heure actuelle, qui discute avec un certain Éric Zemmour aussi, donc on connaît déjà bien mais qu'on connaîtra encore plus après. Donc voilà, et ça c'était 2017 et déjà on est sur ce truc un peu... un espèce d'effet de balance, d'équilibre entre un discours un peu progressiste d'un côté, mais de l'autre aussi, déjà, on est sur des gages donnés aux conservateurs, finalement. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire, justement, cette réminiscence, ce souvenir de « Ah, en fait, peut-être que tout déjà était sous nos yeux », de savoir qu'on allait avoir quelqu'un qui finalement, allait jouer sur tous les tableaux, quoi. Ouais, souffler le froid et le chaud tout le temps. Mais effectivement, c'était déjà sous nos yeux à l'époque et on n'a juste pas fait attention. Enfin, le programme de 2007, on l'a épluché ensemble et effectivement, quand on cherchait les mentions de LGBT, il n'y avait rien. On a cherché homophobie, discrimination. Transphobie. Bon, on a cherché transphobie sans y croire, vraiment. On a cherché homophobie, LGBT. Qu'est-ce qu'on a cherché ? Discrimination. Il y avait une occurrence pour discrimination, mais qui était vraiment dans une espèce de grand fourre-tout. Transgenre, il n'y avait rien aussi. Ouais, rien du tout. Donc mais oui, il y avait PMA, c'est tout. Et encore, la PMA, ça faisait des années que c'était promis par tous les gouvernements qui sont passés. En fait. C'était vraiment une promesse facile, la PMA, parce que Hollande ne l'avait pas fait juste avant. Donc finalement, il fallait juste se servir dans un truc pas fait d'avant pour paraître un peu... C'est ça. Et en fait, même justement, quand Macron déclare qu'on a humilié les gens de la manif pour tous, il est en train de souffler sur des braises qui ne sont même pas éteintes et qui ne sont toujours pas éteintes d'ailleurs aujourd'hui. C'est que, en fait, c'est gravissime de dire ça. Une telle déclaration, ça veut dire quoi, en fait ? C'est... À l'époque où il tient ce propos-là, non seulement la PMA, elle est toujours pas accessible à toutes les femmes, mais en plus, en fait, il se positionne du côté de la manif pour tous, quelque part. En tout cas, il se positionne pas contre. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de la complicité, en tout cas. C'est pas reconnaître l'impact d'un mouvement homophobe qui a eu des pendant des années complètement néfastes sur des milliers de gens, sur nous, en fait. Et c'est vrai que, en redécouvrant cette citation, je me dis merde, j'avais oublié ce truc, ce coup de l'humiliation. Et que ça aurait dû vraiment plus nous alerter à l'époque. Oui, c'est ça, en fait, il a fait semblant d'être ni de gauche ni de droite, mais en fait, c'était je te donne quelques idées de gauche et je fais beaucoup de choses de droite pendant tout son quinquennat, mais... Sur la question autour de la PMA, il s'est un peu passé ce qui s'est passé avec la manif pour tous. C'est en fait, je fais semblant d'avancer, on arrête tout, et puis on laisse les débats monter. On refait un petit pas vers l'avant, et puis on arrête tout. Et ça a été hyper long. Enfin, c'était Ouais, complètement. Faut se souvenir que la PMA, la loi a été adoptée littéralement il y a 1 an, en fait. Donc c'est vraiment... À la toute fin du mandat, quoi. Voilà, complètement. Moi, je pense que ça illustre aussi la force du mouvement La Manif pour tous. Genre, à l'époque, en tout cas, c'était de ce que je lis des gens français écrire dessus, c'est genre quand même un mouvement de masse le plus important, réactionnaire dans l'histoire moderne en France. Et aussi, les gens écrivaient que quelque part, l'émergence de la Manif pour tous comme un mouvement de masse, ça a aussi précédé ensuite l'émergence d'un mouvement de masse qui s'est formé autour de la candidature de Zemmour. Genre le fait qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui manifestaient dans les rues contre les droits des personnes LGBT d'avoir une famille ou même exister publiquement ou faire des études ouvertement en tant que genre leurs identités, c'était aussi un précepteur des foules qui vont se rassembler encore une fois aussi sous des slogans réactionnaires dans les meetings de Zemmour. Oui, et je pense aussi du coup ça montre aussi
même pas seulement, c'est non seulement la faute à Macron, mais aussi ça illustre la lâcheté du Parti socialiste, de François Hollande, qui a reculé devant ce mouvement réactionnaire. Et je pense aussi, c'est qui est important aussi de se souvenir. Moi, j'ai regardé un documentaire qui montrait les témoignages des femmes lesbiennes qui ont aujourd'hui 45 ans et qui ont, en fait, c'était pas juste une loi abstraite pour elles, c'était vraiment leur vie, quoi. Et en fait, elles ont attendu déjà les promesses de Hollande et ensuite les promesses de Macron. Et en fait, ils prenaient du temps. Et en fait, ces 10 ans qui se sont écoulés, bah, en fait, ces femmes ne peuvent plus concevoir d'enfants avec la PMA parce qu'elles ont dépassé l'âge où c'était possible. Et ça, c'est vraiment tragique, quoi. C'est des conséquences très concrètes, en fait, sur la vie des gens. C'est pas une loi un peu... ça a été hyper... oui, ça a eu un impact hyper fort sur la vie des gens. Toi, Natchan, comment tu as vécu... Quel souvenir aussi tu as de cette période-là pas forcément 2012-2013, mais en tout cas les suites de la manif pour tous, la manière dont ça a engrainé un peu le paysage médiatique Je sais pas trop quoi en penser, parce que en fait j'ai l'impression que la carte de la PMA, c'était vraiment la carte facile, quoi. C'était en gros Emmanuel Macron a souvent des réactions où il dit des trucs qui sont parfois très conservatrices, très de droite, etc. Et en fait, il a toujours cette carte de la PMA. Il dit bon, là, ça commence à monter. Ça commence à trop gueuler. Vas-y, je sors ma carte spéciale. J'ai quand même fait ça, regardez. Regardez, j'ai fait ça. Regardez, hop, il a début d'année 2022. Regardez, il y a l'interdiction des thérapies de conversion. En fait, il les sort vraiment comme des jokers en mode bon, bah regardez, je suis votre pote, c'est bon. Alors que en réalité, derrière, il y a plein de trucs qui se cachent. Il y a Manif pour tous, il y a Philippe de Villiers, enfin, il y a tout ça. Mais oui, puis c'est surtout. Il y a cette frilosité, c'est-à-dire, je le mentionnais tout à l'heure, mais la loi a été votée il y a 1 an. Mais ça aurait été possible de voter aussi cette loi-là en début de mandat, par exemple, de le faire de 2018-2019. Et finalement, on a tout ce temps. Bon, il y a une pandémie qui passe entre les deux, certes, petit détail. Mais il n'empêche que ça a été quand même, la dernière année du quinquennat. Parce que au fait, il y a ce truc, on doit y penser pour le bilan, parce que ça fera quand même plus joli. Il a réfléchi à sa stratégie. Il s'est dit comment je peux influencer l'opinion, comment je peux faire pour que les gens de gauche qui sont pas trop envie d'aller à gauche non plus, ils peuvent voter pour moi. Ah bah regardez, il y a la PMA, hop, tout en fin de mandat. Il y a la campagne qui va recommencer. Je sais que j'ai mes chances. Vas-y. Donc je pense que c'est ça, la stratégie qui a été adoptée. Et en fait, c'est triste de se dire que la PMA a été adoptée comme ça, quoi, comme une carte piège. C'est grave un fuckboy. C'est genre, je te breadcrumb, je te donne des miettes des miettes de droit de temps en temps, histoire que tu restes attaché. C'est grave un truc toxique. Mais le fait qu'il commence son quinquennat en disant oui, on a humilié la manif pour tous, c'est aussi essayer de se mettre dans la poche un électorat riche et vocal. Et voilà, parce que on parlait de la puissance de la mobilisation de la manif pour tous, et en vrai, les Gilets jaunes aussi, ils se sont très bien mobilisés, organisés, mais c'est juste pas la même population, quoi. Il y avait pas de lobby religieux derrière pour financer des pancartes, des bus, et c'était vraiment une c'est pas la même thune, quoi. Incroyable. C'est fou. C'est vraiment, la manif pour tous est une manifestation financée, littéralement. C'est pas des gens qui sont rassemblés autour d'un rond-point. Voilà, c'est pas du tout spontané, c'est très 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 organisé. Et à une échelle internationale en plus. Donc ça, c'est vraiment important de le rementionner encore. On parlait justement de cette PMA, donc adoptée dans la dernière ligne droite du quinquennat, au rabais, justement. Pourquoi on parle encore de PMA au rabais? Pourquoi c'est important de dire, effectivement, il y a eu cette ouverture d'un droit pour une partie de la communauté LGBT, mais qu'au final, il y a eu aussi une partie de la communauté qui a été... concrètement écarté de ce projet de loi. Je ne sais pas si l'une de vous avait envie de revenir là-dessus. Moi j'ai l'impression qu'il est pareil, il a fait une demi-PMA, il a adopté une demi-PMA, il garde l'autre moitié pour sa fin de mandat. Tu crois? Ouais. Non, je sais pas si ça va se passer comme ça. Je suis même pas sûr qu'il y aura une deuxième moitié. Mais j'ai peur d'un non-dit aussi, hein. Enfin je sais pas comment vous le voyez aussi. Je sais pas. Un non-sujet, presque même pas un non-dit, mais un non-sujet, c'est que les personnes trans ne sont même pas envisagées comme des sujets. En fait, aussi, ça n'a même pas été citoyens. évoqué. C'est que quand ça a été voté, ça n'a même pas été évoqué. Les personnes trans n'ont même pas été évoquées dans le débat. Enfin, c'est juste... Je sais pas, en fait, j'ai même pas d'explication à tout ça. C'est juste... j'ai l'impression que c'est de la pure discrimination, comme ça. C'est juste... voilà, on a une demi-PMA, les gens sont contents, les gens qui seront pas contents, mais c'est 0,1% de la population, je m'en fous.
Oui, c'est C'est toute petite portion finalement. ça, donc Mais ça, on il me n'écoutera semble pas. que ça a été évoqué, genre quand en fait la loi se discutait, en fait les membres de la majorité En commission, en commission, ouais, tout à ils fait. en ont Bah, parlé et ils ont ri même à l'idée du fait que voilà, des personnes trans peuvent concevoir des enfants. ouais. Et juste, en fait, je voudrais aussi, genre, quelque part, remercier ce gouvernement transphobe parce que, en fait, en fait, cette exclusion, à l'époque, ça a motivé beaucoup d'entre nous, des jeunes militants, à organiser des rassemblements. C'est là où, genre, moi aussi, j'ai fait des premiers pas en tant Mhm. que militante LGBT. Du coup, voilà, de se révolter contre cette exclusion des personnes trans, donc notamment du coup des hommes trans bah, du coup des femmes trans qui ne peuvent pas accéder aujourd'hui à leurs gamètes. Donc aujourd'hui en France, c'est juste important de le dire, des femmes trans qui commencent une transition hormonale, elles déposent leurs gamètes, mais elles n'ont pas d'espoir, elles n'ont pas la possibilité concrète de pouvoir les utiliser. Donc Mhm. elles les déposent, mais elles ne peuvent pas encore les utiliser, donc elles vont attendre des années en espoir vague que la législation va changer. Donc, quand on parle de PMA, c'est aussi dire ça. Et aussi, le problème, c'est que ce n'est pas juste une législation sur la PMA, ça a été passé sous un projet de loi bioéthique. Et notamment, plusieurs fois, en fait, le collectif intersexe SIA, collectif Oui. intersexe activiste, a proposé dans ces mêmes lois sur la bioéthique d'interdire les mutilations des personnes intersexes, de nouveau-nés intersexes, des enfants intersexes. Et du coup, ça n'a pas été fait non plus. Donc, ce n'est pas seulement une demi-PMA qui exclut des personnes trans, mais aussi un crachat sur les droits des personnes intersexes. Voilà. Avant de revenir justement sur la question des personnes intersexes, est-ce qu'on peut voir un petit extrait justement t'évoquer le fait que ça a été évoqué en commission et justement on a un extrait qu'on voulait passer. Si la Merci régie Madame m'entend. la Présidente. Je pense qu'on a tous été choqués la semaine dernière par la une, enfin tous, en tout cas tous les humanistes parmi nous ont été choqués par la une du magazine Valeurs Actuelles sur le délire transgenre. Je pense plutôt qu'aujourd'hui on est en train d'assister à un délire transphobe qui s'empare de la société et qui cherche à banaliser la transphobie, faisant apparaître la transidentité comme une lubie, un caprice qui imposerait, et c'est là que je vais en arriver, qui imposerait de faire un choix pour les personnes trans entre leur transition ou leur projet parental. Je vous rappelle que dans notre pays, en France, jusqu'en 2016, on obligeait à la stérilisation toutes les personnes qui souhaitaient changer de sexe à l'état civil. Je ne suis pas sûr que ce soit une pratique totalement démocratique, et on a bien vu à travers les échanges hier soir que l'hétéronormativité qu'on essaie de nous imposer parmi nos amis républicains est un modèle qui fait beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, on meurt de cette hétéronormativité dans notre pays. Des femmes meurent, des homosexuels meurent, des personnes transgenres meurent. Et avec ce texte, on est en train de remplacer cette stérilisation médicale par une forme de stérilisation administrative en empêchant l'accès à la PMA aux personnes trans. Donc, Elisabeth Moreno l'a affirmé, c'est une mesure d'égalité et de justice sociale. Donc je vous demande de voter cet amendement pour rectifier cette petite... Merci. Voilà, c'était un petit extrait qu'on voulait vous montrer justement. C'est un député de la majorité présidentielle qui s'appelle Raphaël Gérard qui avait déposé justement un amendement en commission pour que les personnes trans ne soient pas exclues de la révision de loi de bioéthique. C'est intéressant parce que justement, voilà, il utilise le mot de transphobie pendant cette commission. Enfin voilà, il met vraiment les termes. Bon, il se fait un peu couper son micro à la fin quand on regarde la séquence jusqu'au bout, ce qui est assez impressionnant. Violent. Ouais, c'est vraiment le sujet un petit peu balayé comme ça. Mais j'ai souvenir, on n'a pas cet extrait, j'ai souvenir aussi de... alors je sais pas, je crois pas que ce soit sur cet amendement-là, mais un autre amendement qui concernait, ça devait être sur une autre lecture, mais qui concernait justement l'accès des personnes trans à la PMA. Et on voit Nicole Belloubet, donc, qui était à l'époque la ministre de la Justice, qui répond à l'amendement et qui se dépatouille entre les mots femme trans, homme trans, elle sait pas trop de qui on parle, de quoi on parle. Et bon, c'est comme si finalement c'était pas très important pour elle d'utiliser les termes corrects. Et c'est vraiment, je pense, c'est assez symptomatique d'une Assemblée nationale, enfin d'un Parlement au global, qui est pas très vigilant sur ces sujets-là finalement, et qui peut se permettre de couper le micro finalement et de pas trop rebondir là-dessus, et puis finalement de rejeter les amendements, puisque là ça a été le cas pour l'amendement de Raphaël Gérard, donc qui le présentait, là on le voit
en commission. Justement, et tu parlais aussi tout à l'heure des enfants intersexes. C'est aussi des amendements qui ont été présentés, y compris par la majorité présidentielle, par des députés LFI aussi, LRM, et tout à fait par des députés LFI. Et ça, pareil, alors qu'il y a des condamnations de la France sur ce sujet de la part de l'ONU, la question des enfants intersexes, ça ne bouge pas. Peut-être expliquer un petit peu, je ne sais pas si tu veux expliquer un peu quelle est l'intersexuation, enfin si tu as envie d'expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Bah, après, je ne suis pas une militante intersexe, donc c'est possible que je sois un peu maladroite dans mes formulations. Mais en gros, en fait, le sexe biologique, c'est genre, le fait qu'il existerait deux sexes biologiques, c'est littéralement une invention historique et sociale. En réalité, il y a beaucoup plus de variations dans les sexes. Et donc, il peut y avoir des personnes intersexes qui ont plusieurs caractéristiques qui peuvent, comment dire, qui permettent pas d'assigner la personne à un sexe ou à un autre. femme. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, vu qu'on vit dans une société qui essaye de renforcer la binarité de sexe, renforcer les distinctions entre les hommes et les femmes, on vit dans une société qui n'accepte pas les variations, la non-conformité des corps, de genre aussi. Donc ces enfants, quand ils sont nés, ils subissent des mutilations de la part des chirurgiens, de la part des médecins. Parfois aussi, même les parents ne souhaitent pas forcément faire conformer leurs enfants à ces normes corporelles, mais les médecins leur montrent, en fait, que... Il y a des pressions, effectivement, dans ces cas-là. Oui, ils font pression et ils disent des choses complètement fausses et démentis de nombreuses fois que cela va entraîner ne pas les opérer, en fait, ne pas les mutiler, cela va entraîner des conséquences graves pour leur santé plus tard. Or, c'est justement ces interventions chirurgicales souvent qui entraînent des conséquences pour la santé. Et du coup aussi, il faut aussi comprendre que souvent ce n'est pas une intervention chirurgicale isolée, c'est même une série d'interventions puisque ensuite l'enfant grandit et en fait son corps grandit aussi, donc c'est une série d'interventions et souvent c'est assez traumatisant pour l'enfant. Et tout dans une tentative du corps médical d'entretenir le mythe promu strictement par l'Occident de stricte binarité entre les hommes et les femmes. Absolument naturelle. Et, ouais. Oui, exactement. Et alors même qu'ils sont en train de fabriquer les corps. Littéralement, ils sont en train de fabriquer les corps. Et du coup, c'est un phénomène ce sont des crimes en fait qui touchent des centaines, des milliers d'enfants en France et partout dans le monde. Et en effet, c'est urgent d'interdire ces mutilations et aussi de donner plus de voix aux personnes intersexes, aux militants intersexes, pour que en fait, la société sache que en fait, avoir des variations biologiques de sexe, encore une fois, pardon pour les maladresses, déjà, c'est pas ma langue maternelle et aussi, je suis pas militante. Non, mais c'est hyper... je pense que mais juste pour dire que c'est important que la société comprenne que juste avoir ces variations-là, ça n'entraîne aucune conséquence pour la santé. Et du coup, voilà. Donc, là aussi, on est juste 2 jours après l'existence. J'allais justement t'en parler. Et à l'existence, juste, non, tu pourras réparer, mais à l'existence, il y a des militants intersexes qui ont dit aussi, genre, leur revendication, ce n'est pas seulement interdire ces mutilations-là, mais aussi supprimer la notion de sexe à l'état civil, parce que c'est ça aussi qui entretient cette frontière fausse entre les hommes et les femmes, et c'est ça aussi qui entretient la norme culturelle de faire rentrer des corps de nouveau-nés dans cette norme. Voilà, donc c'est... Très bien. Avec un petit rappel de l'existence qui était l'existence inter même, puisque c'est son petit nom depuis quelques années, depuis 2-3 ans je crois. Donc, l'existence inter, anciennement l'existence qui est la marche des droits des personnes trans, des personnes intersexes et de ceux qui les soutiennent. Coucou mathématicienne justicière, coucou Armando, merci de nous rejoindre. Écoutez, il n'y a pas beaucoup de questions pour l'instant, mais tout le monde a l'air très content et tout le monde écoute très attentivement. N'hésitez pas si vous avez des questions, on sera ravis de vous répondre. Voilà.
Un autre sujet, mais qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure, celui d'un autre joker sorti par Macron. On voulait parler justement de revenir sur les thérapies de conversion. Tu t'en parlais tout à l'heure, Anna, rapidement. Voilà, c'est quoi les thérapies de conversion ? La thérapie de conversion, c'est... Alors déjà, il y a un truc qui m'a un petit peu choqué. Bon, on va en parler juste après, mais on va expliquer ce que c'est juste après. Mais avant même de savoir ce que c'est, il y a beaucoup de gens, et ça j'ai été très choqué, qui ignoraient l'existence même des thérapies de conversion. C'est quelque chose... Ça, tu l'as vu justement quand tu fais la Ouais. chronique queer, t'as eu des questions là-dessus. J'ai fait une émission justement à l'interdiction, parce que c'est arrivé en début d'année, l'interdiction des thérapies de conversion. Si je dis pas de bêtises, c'est janvier. Et en fait, quand j'ai fait mon live là-dessus pour expliquer tout ça, pour revoir les retombées médiatiques, voir les différents articles de journaux, comment ils traitaient le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui ignoraient l'existence même des thérapies de conversion, qui sont en réalité en fait des thérapies qui peuvent prendre différentes formes. Ça peut être avec des médecins, ça peut être dans un cadre religieux avec des prêtres ou des curés, ça peut être avec juste des psychanalystes. Je ne sais pas si je dis des bêtises, mais je crois que c'est ça. Mais en gros, ce sont des thérapies, tout simplement, qui visent à guérir l'homosexualité ou la transidentité. Tout à fait. Et en fait, ce sont des... Il y a eu beaucoup de dérives, beaucoup parfois de tortures qui ont été Oui, on parle exécutées, vraiment d'abus psychologiques, d'abus parfois physiques, d'abus sexuels. Enfin voilà, on est sur il y a tout un éventail de mauvais traitements en fait et d'abus qui recouvrent ce terme de thérapie de conversion, qui est assez gentil finalement, le terme thérapie de conversion. Ouais. Hein, c'est vrai que quand on parle de thérapie en général, en fait le mot thérapie il évoque... Moi, ce que je disais, c'est quand on parle de thérapie, ça évoque genre les alcooliques anonymes, des trucs comme ça. C'est pas du tout de ça. l'aide finalement, c'est quelque chose qui qui est censé aider ta soin. vie à te remettre sur... c'est un soin quoi, et en fait non, pas du tout, c'est vraiment une torture, et en plus de ça qui n'est même pas efficient puisque ça marche quasiment pas en réalité. Sauf que ça traumatise. C'est ça. Ça marche de tout ce que ça traumatise. Ouais, c'est ça. Les seules fois où ça marche, c'est les gens qui sont traumatisés, qui se disent je veux plus revivre ça, donc je vais essayer de rentrer dans le cadre normal, je sais pas quoi. Et non, en fait c'est quelque chose qui était encore l'année dernière autorisé en France, légal, et qui est dans certains pays encore légal aussi, mais ça là on parle de l'international, et qui est remise en question aussi dans certains pays. Mais oui, voilà, les thérapies de conversion, c'est ça a été interdit au début d'année. Et en fait, moi, ma première réaction quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, pourquoi ça n'a pas été fait avant ? C'est surtout ça, en fait. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que, comme pour la PMA, en fait, c'est des choses qui sont des avancées. C'est-à-dire que, ok, les gens sont contents, on est content et contente que ça arrive, mais en fait, c'est triste de dire que c'est en 2022 que les thérapies de conversion se soient enfin finies, alors que, je veux dire, on est dans une société, il faut l'admettre, on a beaucoup plus d'ouverture tout de même, on commence à beaucoup plus se renseigner, on a des plateaux, quoi. On a des plateaux pour parler de sujets de la communauté LGBTQ+, et pourtant, on se dit que l'année dernière encore, il y avait des thérapies qui visaient à guérir l'homosexualité, quoi. Et en fait, je trouve que c'est un énorme contraste. Un énorme contraste. Ce qui est intéressant aussi, c'est que jusqu'à assez récemment, le phénomène des thérapies de conversion, donc comme tu disais, peu de gens savaient ce que c'était. Et c'est aussi le fait que, en ne sachant pas ce que c'est, on a du mal aussi à quantifier un phénomène et à voir quelle ampleur il a en France. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à voir les thérapies de conversion comme quelque chose de très américain, quelque chose qui est développé aux États-Unis parce qu'il y a eu des films faits sur le sujet, etc. Il y a même eu, il y a des films il y a eu plusieurs films assez récemment sur le sujet, il y a eu des livres, etc. Mais en France, on a assez peu d'exemples concrets de ce que ça recouvre finalement. Et en fait, sans savoir vraiment de quoi il s'agit sur le territoire, qu'est-ce qu'on fait comme arsenal législatif finalement pour contrer quelque chose qui a une existence dont on n'arrive pas trop à délimiter les contours finalement. Donc la prise de conscience là-dessus, je pense qu'elle est aussi assez récente de « Ok, en fait, ça existe aussi ici. » Et comment on fait ? Comment on fait pour venir à bout finalement ? Oui, et tu le disais très justement, Anna, c'est que ça prend différentes formes et ça peut être effectivement religieux ou bien psychanalytique ou encore médical. C'est que en fait, ça a plein de noms et plein de formes différentes. Du coup, comment saisir quelque chose qui prend toutes les formes possibles. Et après, il y a aussi des thérapies de conversion puisqu'elles existent aussi à l'étranger. C'est que parfois, ça peut être des familles en France qui envoient leurs enfants dans des pays voisins pour faire des choses qui ne sont pas autorisées ici. Donc, c'est extrêmement complexe comme situation. Et gravissime en fait, parce que justement c'est effectivement traumatisant comme tu le disais Sacha, et ça peut laisser des séquelles à vie et ça peut aussi amener des gens à mourir aussi, donc c'est des thérapies qui tuent, ce ne sont pas des thérapies, c'est effectivement un sacré euphémisme quoi. Et c'est intéressant parce que c'est similaire, je dirais, au fait de mutiler des enfants intersexes, parce qu'en fait ça part d'une idée
Du coup, c'est sous couvert de légitimité médicale ou genre voilà psychiatrique. En fait, l'idée de cette thérapie entre guillemets et de ces mutilations sans les guillemets, c'est faire conformer à la norme des personnes LGBT, des personnes LGBTI du coup, voilà les faire rentrer dans la moule. Et les punir pour leur identité ou pour leur voilà, non-conformité. Et je pense c'est une chose aussi intéressante à questionner, c'est le fait que j'ai entendu des gens dire qu'en fait notre société en entier, c'est une grosse thérapie de conversion. Dans le sens qu'en fait, dans la société en général, on fait tout pour pousser des gens à arrêter d'être LGBTI, donc arrêter d'être trans, arrêter d'être homosexuel, arrêter d'être lesbienne. On lutte, donc peut-être on a gagné des élots de résistance, on a gagné des droits, etc. Mais en fait, quand on se dit que être trans aujourd'hui, ça peut te priver du travail, ça peut te priver des cercles sociaux, ça peut t'isoler, ça peut te mener aux tentatives de suicide, c'est comme si toute la société essayait de te montrer que tu dois faire la marche en arrière. Et toute la société essaie de te convertir à l'hétérosexualité et à la cis-normativité. C'est ce que dit un petit peu Raphaël Gérard dans la vidéo, dans la séquence vidéo qu'on a vue tout à l'heure, c'est qu'on baigne littéralement dans un truc d'hétéronormativité où, comme tu dis, on crée des pages de résistance, on lutte, on se mobilise, on crée des espaces comme on fait là, comme on fait à d'autres niveaux, comme on fait une manifestation avec l'existence inter. Mais c'est vrai que le contexte autour de nous, ça reste les hétéros. Cis. Les hétéros. C'est effectivement, c'est une hétéronormativité qui veut conformer à tout prix. Et en fait, on parle de thérapie de conversion, mais c'est du lavage de cerveau. Enfin, littéralement. Et oui, c'est l'hétéronormativité qui blesse et qui tue, quoi. Enfin... Mais voilà. Armando demande sur le chat comment aider à notre échelle, justement, sur le sujet des thérapies de conversion, les so-called thérapies de conversion avec plein de grands guillemets. C'est une bonne question. Comment aider justement sur cette question des thérapies de conversion? Je sais pas. Essayer de déconstruire justement cette question de l'hétéronormativité dans laquelle on baigne, par exemple. Être attentif justement à ce qu'on peut voir à des personnes qui pourraient être victimes d'abus, peut-être. Oui. Pour moi, c'est essayer de former... Quand vous avez des personnes vulnérables face à vous, des personnes surtout jeunes LGBTQI, je pense que ça concerne une grande partie des jeunes qui peuvent encore être sous l'influence, sous le contrôle parental. Je pense que c'est important de ne pas les laisser s'isoler, d'essayer d'être là pour eux et pour elles. Et d'être un peu une personne ressource, surtout si on a surtout si on est matériellement plus... plus stable que cette jeune personne, et aussi se renseigner sur les associations qui peuvent venir au secours, parce que je pense que c'est surtout les associations, les collectifs qui pourraient aider à trouver des solutions à l'hébergement, par exemple, de cette personne, pour éloigner, c'est ça, relocalisation. Et je pense en général, aujourd'hui en France, je pense que c'est aussi un problème que des jeunes LGBT, s'ils sont dans une famille transphobe ou homophobe, il n'y a pas assez de centres d'hébergement pour ces personnes-là. Et du coup, ils sont dépendants de leur famille qui exerce un énorme pouvoir sur eux, et y compris, du coup, peut commettre des actes de torture, des actes d'abus psychologiques, physiques, sexuels, sans que ces jeunes puissent avoir un lieu sûr où ils peuvent partir, où ils peuvent s'héberger, s'abriter. Donc je pense que c'est aussi un problème d'infrastructure publique, d'hébergement que l'État propose. Comme tu disais tout à l'heure, c'est encore les associations sur qui on se repose aussi pour certaines actions qui pourraient être alors qu'ils ont des maigres ressources en réalité. Et voilà, donc il me semble que ce serait urgent de proposer une solution beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus vaste. On sait que du coup, pendant des années, c'était l'association Le Refuge qui raquait toutes les subventions pour l'hébergement des jeunes LGBT. Et du coup, finalement, on l'a appris à travers des enquêtes de Mediapart que cette association aussi était composée en tout cas de la hiérarchie,
au top de cette hiérarchie, il y avait des gens qui profitaient de ces jeunes et qui des prédateurs commettaient, sexuels aussi. ouais, c'est ça, qui commettaient des abus en fait, des abus Et des sexuels. accusations voilà, d'agression sexuelle à ce Ouais, niveau-là. il y a des enquêtes judiciaires qui sont ouvertes et il y a un procès en cours. Tout à fait. Mais donc, je pense aussi qu'il faut proposer des solutions, une infrastructure qui sera aussi immunisée de ce genre d'abus et où des jeunes LGBT pourront véritablement trouver un secours, une sécurité. Voilà. Anna, justement, qu'est-ce que tu en penses justement de quelle solution on a face à ce phénomène des thérapies de conversion, comment on peut agir, comment on peut aider? Comme le disait Sacha, il y a quelques associations qui existent déjà, surtout dans des grandes villes, tout ça. Moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est au niveau des psychologues. Alors après, je sais que c'est pas forcément facile d'accès comme ça non plus. Mais il y a beaucoup de groupes, notamment sur Facebook, qui existent, qui se partagent des psychologues qui sont safe, donc qui vraiment sont sûrs de... Parce que pareil, quand on parlait des thérapies de conversion tout à l'heure, on disait aussi, en fait, ça dépasse même plus que les thérapies de conversion, c'est qu'il y a même parfois des psychologues qui ne sont pas favorables à la transidentité de quelqu'un et vont essayer de l'éloigner de ce chemin-là. Et donc, en fait, pour moi, c'est le plus important parce que le psychologue, c'est quand même un parcours énorme. C'est quand même une grosse étape, en tout cas dans une transidentité. Moi, je parle dans mon cas, mais dans tous les cas, il faut quelqu'un à qui parler déjà. Pour moi, c'est la première étape. Il ne faut pas rester isolé, comme le disait Sacha, comme le disait très bien. Il ne faut pas rester isolé, il faut parler à des gens. Il y a des gens qui sont formés pour ça. Et surtout, il y a des associations qui existent. Il faut se renseigner. Je n'ai pas de nom sur la tête parce que le premier truc qui me venait sur la tête aussi, c'était le refuge. Mais bon, voilà. Le problème, c'est qu'on a bien vu ce que ça a donné. Non, comme ça, j'ai pas de nom. Mais se renseigner sur les associations qui accueillent des gens qui sont rejetés par leur famille, ou partager des psychologues qui seront possiblement avoir des safe, listes de médecins, ou de médecins, ou de médecins de manière plus générale qui sont safe. C'est effectivement une ressource assez importante quand on est une personne de la communauté LGBT, parce que tomber sur des médecins qui tiennent des propos problématiques, ou qui justement, quand on parle d'un psy, vont justement avoir des considérations pas forcément très LGBT friendly, ça peut être vraiment néfaste pour le coup. Donc, Et après, la moindre des choses aussi qu'on puisse faire pour une personne qui est dans une situation très compliquée avec sa famille, mais ça dépasse même le stade de LGBTQ+, c'est simplement d'en parler. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui a un problème, faut juste en parler. Pour moi, c'est le plus important, c'est de parler avec les gens, quoi, tout simplement. Et que cette personne s'ouvre à toi, en tout cas si elle a confiance en toi. Et c'est pour moi la première étape. C'est juste de lui montrer que toi, tu n'as aucun problème avec ça, rassurer cette personne, lui dire qu'il y a des gens qui la soutiennent. Et voilà, pour moi, c'est le premier truc à faire. Après, se renseigner sur les associations, etc. Voilà. Et justement, dans le chat, il y a Space Muff, merci beaucoup, qui recommande du coup Psy Safe, des listes de psy par ville, des psys qui seraient safe sur le plan LGBTQIA+. Et aussi, moi, j'allais vous recommander le compte Instagram de Morgan Noam, qui est une personne trans, qui est lui-même psychologue, psychopraticien. Et en fait, il diffuse lui aussi à titre privé des listes de ce type-là. Et en fait, il forme aussi des psychologues et des psychiatres à être plus au courant. Il fait de la pédagogie sur les questions LGBTQIA+. Et justement pour que ces personnes-là qui sont en contact de ce public évitent des faux pas, avoir des propos offensants, discriminants et voilà, et en fait qu'ils soient plus au courant, quoi, tout simplement. Il y a un travail de formation justement auprès du personnel médical, auprès de l'éducation nationale aussi, par exemple. On va en parler. On va en parler. Pour clore la parenthèse sur les thérapies de conversion, je propose de regarder rapidement un petit extrait vidéo aussi. France ont 3 fois plus de risques de se suicider que les autres. Pourquoi ? Parce qu'on les discrimine, parce qu'on les méprise, parce qu'on leur apprend à se détester, parce qu'on leur dépeint un monde dans lequel ils ne peuvent pas se projeter. Être soi-même, ce n'est jamais une pathologie, ça ne se guérit pas, ça se respecte, ça se célèbre. Les thérapies de conversion ne sont pas des thérapies, elles ne guérissent rien parce qu'il n'y a rien à guérir, elles ne convertissent rien. Ce sont des tortures qui détruisent des vies plutôt que de les accueillir, qui maltraitent des gens plutôt que de les respecter. Ces pratiques doivent disparaître et voter leur interdiction aujourd'hui est indispensable. C'est un message important que le Sénat doit envoyer aux victimes, mais aussi à leurs bourreaux. Je vous remercie.
Intervention au Sénat de la sénatrice ELV Mélanie Vogel, qu'on salue parce que bravo les lesbiennes et qu'elle est ouvertement bravo les lesbienne. lesbiennes. Bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes. Pardon, on était vraiment obligés. Mais en tout cas, voilà, une prise de parole justement de Mélanie Vogel qui à plusieurs reprises pendant l'examen de cette proposition de loi justement est montée plusieurs fois à la tribune justement pour avoir des prises de parole qui font du bien et qui sont assez rares justement dans une enceinte comme le Sénat qui est quand même peuplé de vieux croutons. Voilà, c'est dit, mic drop. Il y a Biscou 29 qui faisait un commentaire intéressant. Et qui est là pour la première fois sur le chat. Bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup. Continuez à poser, réagir, poser des questions et réagir dans le chat. On vous lit, on vous écoute. Du coup, cette personne disait « Bonjour, ça fait également un moment que je vous écoute, c'est très intéressant. Et effectivement, je suis aussi étonnée qu'on n'ait pas passé certaines lois plus tôt ou pas encore votées, tout court, que ce soit pour le mariage, l'adoption, la PMA. Notre pays prend du temps pour évoluer, alors qu'avec le recul, tout le monde se demande pourquoi certaines lois sont passées si tardivement, comme l'abolition de la peine de mort, le droit de vote des femmes. Les exemples ne manquent pas. » Et effectivement, en plus, par exemple, sur la question du mariage pour tous, il me semble qu'il y avait plusieurs sondages qui étaient plutôt favorables, en fait, au niveau de la population. La population française était plutôt favorable à ce droit du mariage pour tous au départ, et au fur et à mesure, c'est devenu un peu plus compliqué. Mais même la PMA, en fait, il y a eu beaucoup de confusion qui a été entendue par les médias aussi, qui ont fait des amalgames entre PMA, GPA et... Qui a aidé à faire émerger aussi une opposition qui, au départ, avait pas tant d'écho médiatique que ça. C'est aussi la question du rôle des médias aussi dans cette émergence aussi d'un courant réactionnaire. Elle doit vraiment se poser. C'est même pas une question, hein, c'est juste un constat que sans les médias, la manif pour tous n'aurait pas été grand-chose. Donc il y a une vraie responsabilité là-dessus. Mais à mon avis, c'est aussi surtout que la société avance plus vite que les lois et que les lois, des fois, mettent peut-être un peu trop de temps à arriver, justement. Je sais pas ce que vous en pensez les uns les unes les autres. En fait, j'ai l'impression que tu rejoins un petit peu ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où on est dans une société où aujourd'hui on est de plus en plus ouvert, on se renseigne de plus en plus sur ces sujets-là. Justement, on a des plateaux qui en parlent, il y a plein d'émissions qui en parlent. Voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent même de propagande aujourd'hui. Voilà. Si seulement. À ce point-là. Et pourtant, les lois mettent tellement de temps à arriver. Il y a un espèce de gros décalage, un gros contraste. J'ai l'impression qu'il y a en effet un décalage démocratique, mais ça se voit en fait sur tous les sujets. Je pense la majorité des personnes vivant en France aujourd'hui sont par exemple pour faire quelque chose concernant le réchauffement climatique et le gouvernement ne fait absolument rien, ou en tout cas terriblement pas assez. Et donc il y a en fait une dissonance démocratique entre les attentes et les aspirations et les avis de la majorité des Français et ce que fait le pouvoir. Et je pense aussi, comme tu as dit, il y a aussi les médias, il y a aussi des milliardaires qui les détiennent, qui veulent absolument que la société fasse marche arrière, qui veulent absolument que la société devienne plus conservatrice, devienne plus réactionnaire. Et donc on a ces courants qui sont tout le temps en bataille. Et je pense... Je sais pas, j'ai l'impression que si les dernières décennies encore la progression était lente, au moins qu'on ne renforce pas nos efforts de notre côté, on risque même de reculer sur certains aspects parce que, vous l'avez dit, en fait les médias mènent une guerre réactionnaire vraiment tous les jours. Et en fait, ça laisse des empreintes sur la population française aussi. Et ça transforme en fait leur conscience politique. Donc on ne sait pas même dans quel pays on va se retrouver dans quelques années. Voilà. Justement, on a abordé la question un peu en filigrane, mais en tout cas la question des jeunes LGBT, notamment à travers la thérapie de conversion, qui ne touche pas seulement les jeunes, hein, mais voilà, qui forcément vont toucher aussi un public vulnérable comme les mineurs. Il y a eu justement une émergence, une prise de conscience de l'existence des enfants trans et des jeunes trans pendant ces dernières années, qui coïncide du coup avec le quinquennat, le premier quinquennat de Macron. Justement, il y a eu une avancée, alors à temporiser aussi, mais dans ce quinquennat, justement, à travers une circulaire sur l'accompagnement des élèves trans dans les écoles. Donc c'est un document qui est assez récent, hein, donc à l'initiative du ministère de l'Éducation, et donc de Jean-Michel Blanquer.
Sachant qu'il y a eu une enquête de Mediapart justement qui avait montré que la version initiale proposée avec les associations a été largement amoindrie, on va dire, et que finalement, même s'il y a une petite avancée sur la question de cet accompagnement, finalement, la question de l'autodétermination pour les mineurs trans aujourd'hui, ça reste un nœud hyper clivant et hyper difficile à dépasser justement. Comment vous réagissez justement à cette question du fait que on a du mal à lâcher la bride sur ce terrain-là? Dans de multiples pays, en fait, la question des enfants LGBT et des enfants trans a servi en fait de base pour des paniques morales. Et donc c'est le cas, ça a été le cas en Russie, ça a été le cas au Royaume-Uni. À chaque fois, on fait une panique morale autour des enfants LGBT parce que ça sert à la soupe que en fait les LGBT, le lobby LGBT voudraient convertir les enfants à l'idéologie LGBT, à l'idéologie trans, etc. Donc je pense que ça reste toujours un sujet hyper sensible et quand j'entendais qu'il y avait des discussions entre les associations, du coup, notamment Queer Education et du coup il y avait la rédaction de ce rapport, je me disais déjà à l'époque que ce serait vraiment étonnant que le gouvernement décide de le publier tant qu'il était... D'écouter vraiment les associations et les préconisations. Oui, c'est ça. Et déjà, ils ont fait... En fait, c'était censé sortir justement à une date, il me semble, de la journée de visibilité trans. Et en fait, le rapport est sorti beaucoup plus tard. Donc 6 mois plus tard, il me semble. Et déjà, ça a laissé en suspens les associations qui ont travaillé sur ces recommandations. Et ensuite, du coup, quand vous lisez les recommandations finales, ça dit qu'il faut un accord de 2 parents. Donc même on ne peut pas avoir une situation où la mère, par exemple, est favorable, ça peut être souvent le cas où la mère est plus favorable, elle est plus dans le soutien de l'enfant et le père il est plus... dubitatif. Genre, il y a plein de situations en fait où ça pourrait marcher même avec un parent consentant et ils ont décidé qu'il faut l'accord de 2 parents et même ce serait encore mieux que c'est l'enfant qui s'autodétermine qui décide son genre et du coup ils ont opté pour cette décision qui en réalité met toujours les enfants trans en danger parce que ça voudrait dire que par exemple si l'enfant commence à se exprimer d'une façon qui ne correspond pas à son genre dans l'espace scolaire et que l'enfant lui-même ou elle-même décide de demander les enseignants de changer son prénom, de changer son nom sur les listes d'appel, etc., de le traiter différemment, de le genrer différemment. En fait, vu que l'obligation c'est respecter l'accord de 2 parents, ça voudra dire que les enseignants devront demander aux parents et donc outer. Donc, c'est toujours un risque d'outing oui, c'est ça, d'exposer l'enfant en tant que trans et je pense que ça peut entraîner des conséquences graves et aussi il faut se souvenir que cette circulaire elle était écrite dans le climat où il y avait un suicide d'une jeune lycéenne, d'une femme trans qui utilisait plusieurs prénoms, qui s'appelait à la fois Fouad et aussi Avril et en fait elle s'est suicidée alors qu'elle avait il me semble 16 ans parce qu'on lui a interdit de porter une jupe à l'école. Donc c'était la transphobie du personnel éducatif qui a mené à un suicide et là justement il y a seulement 4 ou 5 jours on a eu encore un suicide d'un jeune lycéen qui était trans. On ne sait pas encore les raisons de son suicide mais la situation reste très grave et l'éducation nationale a l'intérêt d'agir au moins qu'elle veut compter encore plus de sang et plus de morts sur ses mains. C'est dramatique la situation. Oui, on peut dire que cette circulaire est un pas en avant, mais qu'il y a encore beaucoup de choses derrière à améliorer. Justement, toi, Anna, c'est des choses justement que tu as couvert dans ta chronique queer, justement cet enjeu des circulaires ou juste de l'accueil, en fait, à proprement parler des élèves trans. J'avais dû le couvrir quand j'ai fait mon live juste avant le second tour, où justement je faisais à peu près la même chose que ce live de ce soir, c'est-à-dire... Regardez qu'est-ce qui a été fait dans le passé, qu'est-ce qui est fait maintenant, qu'est-ce qui est possible que ce sera fait dans le futur, mais cette fois pour les 2 candidats. Donc j'ai passé 3 heures à faire des recherches sur Marine Le Pen, c'était l'amusement. Super. Mes condoléances. Non, mais en fait, le cas des enfants trans, c'est
c'est un cas qu'il faut pas ignorer. Et en fait, je trouve que justement aujourd'hui, on fait pas assez de sensibilisation à l'école. Et en fait, il y a une raison enfin, j'ai l'impression que ça revient souvent, c'est qu'on a l'impression que les enfants comprendront pas et que les enfants sont débiles. Et vraiment, j'ai l'impression que les gens voient ça comme ça. En fait, c'est le meilleur moment pour l'exprimer à l'école, parce que quand t'es enfant, tu peux comprendre des concepts très simples et t'as moins cette espèce de recul à te dire ah oui, mais peut-être que si machin, peut-être que machin. Et en fait, justement, c'est le moment idéal pour expliquer des termes simples, de dire bon bah voilà, t'es un garçon, tu fais des trucs de garçon, bah en fait t'as des garçons qui vont pas vouloir faire des trucs de garçon, et t'as des filles qui vont pas vouloir faire des trucs de filles. Et il y a une possibilité d'aborder ces sujets de manière très simple et pas dramatique et pas problématique aussi. Et en fait, justement, il y a un article de loi qui est officiel depuis 2021. Et je sais pas si du tout, d'ailleurs je cherchais des témoignages, je cherchais des gens qui étaient concernés pour savoir si c'était vrai ou pas. Mais il y a un article qui date de août 2021, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas c'est un renouvellement, je sais plus. Mais en gros, un article qui dit que 3 séances de sensibilisation, ils appellent ça orientation sexuelle, mais c'est plutôt sur les discriminations, etc. Et sur la découverte du corps aussi. Mais 3 séances par trimestre, 3 séances par an, pardon, donc 1 par trimestre, sont obligatoires école, collège, lycée. Alors c'est même depuis 2001, mais du coup c'est la mise en place. Et je crois que, en fait, je sais plus quel mot a été utilisé, mais il y a un truc sur août 2021. D'accord. Et c'est un article qui existe actuellement. Okay. J'ai plus le nom, je l'avais tout à l'heure, mais je vais galérer à le retrouver. Mais ça, en fait, c'est des lois qui sont, j'ai l'impression qu'elles sont un peu ignorées. Et la mise en pratique laisse un petit peu à désirer. C'est ça. Et en fait, actuellement, je pourrais pas me prononcer plus que ça parce que actuellement, je sais pas la situation à l'école parce que j'y suis plus. Mais déjà, moi-même, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis assez jeune. Et dans mon enfance, j'avais des signes que clairement les clichés des hommes, c'était pas pour moi. Et en fait, j'ai jamais eu de sensibilisation là-dessus. Jamais. Oui, ne serait-ce que le basique sur l'égalité filles-garçons n'est pas toujours honoré dans les écoles. Qui serait le basique avec des gros guillemets aussi. Hein. Ouais. Le seul souvenir d'orientation sexuelle que j'avais eu, c'était en 4e où on nous apprenait à mettre une capote sur un stylo, quoi. Donc c'est le seul truc que j'ai eu. Et en fait, je me rends compte que ça m'aurait grave aidé dans mon enfance. Et il y a sûrement des choses qui se sont passées dans ma vie qui ne seraient pas passées dans ma vie, des choses négatives qui ne seraient pas passées dans ma vie si on m'avait orienté plus tôt, si on m'avait sensibilisé plus tôt. Et je n'arrive pas à expliquer pourquoi aujourd'hui on a cette retenue de dire non, pas aux enfants, c'est trop tôt, etc. Surtout qu'aujourd'hui, on rappelle que l'obligation scolaire, c'est jusqu'à 16 ans. C'est-à-dire que tu quittes le collège, après tu peux quitter l'école. Donc ça veut dire que si tu n'as pas de sensibilisation avant le lycée, bah t'en as pas du tout. Ouais. Enfin, tu peux ne pas en avoir du tout, en tout cas, si tu continues pas. Ou en tout cas, il va falloir la trouver ailleurs. Ou alors, faut la trouver ailleurs. Et le problème, c'est que si t'es pas intéressé ou si t'es pas concerné, tu vas pas forcément aller vers ces choses-là. Donc non, c'est... Pour moi, j'ai l'impression qu'on voit du mauvais œil la sensibilisation des enfants sur la transidentité, ou même sur l'homosexualité, sur la bisexualité, sur le lesbianisme, etc. On le voit d'un mauvais œil parce qu'on dit c'est trop tôt, pas aux enfants, alors que je veux dire c'est hypocrite quand t'es en primaire. On sait très bien, il y a des garçons et des filles qui faisaient des bisous sur la bouche, quoi. Et on peut clairement expliquer avec des termes simples qu'il y a aussi des garçons qui peuvent se faire des bisous sur la bouche voilà, j'ai plus les mots. Mais non, je trouve que c'est un petit pas en avant, mais il faut pousser ça, il faut clairement pousser ça. Et en fait, même avec une mise en pratique, même si tu testes sur 1 an, je suis sûr que les enfants ils comprendront et que ce sera pas, ils verront pas ça en mode moquerie, etc. Si t'expliques avec des mots simples, surtout que y a du personnel qualifié, il y a des associations, il y a des gens qui se déplacent pour faire ça. Tu peux les enseigner aux professeurs. Pareil, je pense que les professeurs sont, c'est leur métier, c'est leur métier d'enseigner. Donc, très demandeurs en plus de ce genre de formation. Ouais. On voit justement, parce que c'est intéressant ce que je disais par rapport aux enfants sur le fait qu'ils comprendraient pas ou c'est trop jeune, ils sont trop jeunes. Parce qu'en fait, les questions, elles sont déjà là. Donc, s'il n'y a pas des profs, du personnel d'éducation pour répondre à leurs interrogations, quelle réponse au final ils vont trouver ?
Ouais, tout à l'heure, Anna, tu disais on croit que les enfants sont débiles ou qu'ils sont idiots et qu'ils ne comprendraient pas que c'est trop complexe. Mais en fait, je pense que c'est une excuse gentille, bienveillante. Mais je pense que c'est surtout, on a l'impression, en fait, il y a un soupçon de culpabilité de tout ce qui n'est pas straight, en fait, tout ce qui n'est pas cis hétéronormé. Et en fait, il part du principe que, bon, bah, si t'es pas hétéro et cisgenre, et ben c'est sale. Et en fait, on n'a pas envie de corrompre les enfants. Je pense que c'est plus ça, le soupçon de culpabilité permanent dans tout ce qui concerne les questions LGBTQIA+, quoi. Et voilà, et ces formations, en fait, l'éducation sexuelle, je pense que c'est depuis 2001, que c'est au moins depuis l'école primaire. Ouais. Et collège, je crois que c'est collège. Primaire. Moi, il me semble que c'est primaire et que justement, c'est pas appliqué. Et il y a une enquête de nous toutes là-dessus qui est assez intéressante. On va vous la linker. Je crois qu'on a écrit dessus chez Mademoiselle. Mais effectivement, en fait, c'est des questions qui sont assez concrètes et que les enfants se posent déjà. Je crois qu'il y a quelqu'un qui le dit dans le chat, il y a Ren Lilian qui le dit, c'est surtout que c'est des questions que les enfants se posent, leurs sentiments, etc. Oui, et bizarrement, quand c'est abreuver les enfants de représentations cis hétéronormées comme des princesses Disney qui sont embrassées sans leur consentement dans leur sommeil par des princes, ça c'est ok, mais montrer deux petits garçons qui s'aiment ou deux petites filles qui s'aiment ou même des adultes, là ça devient gravissime. Bah non, en fait, c'est pas en fait, c'est hyper sexualiser ces questions-là alors que c'est pas du tout la réalité. Enfin, faut arrêter de croire que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on est, c'est grave ou hyper sexuel ou bien de l'ordre de la corruption, quoi. Enfin, il y a de la perversion. Pardon. Excuse-moi. Et juste, il y a un commentaire intéressant qui demande l'extrême droite américaine parle de cette éducation nécessaire et mal appliquée des enfants sur les sujets LGBT+, comme étant du grooming, en espérant que cela ne se débarque pas chez nous. Si ça arrive, comment répondre? Et du coup, genre, c'est ça que je disais tout à l'heure, qu'en fait, tout autour du monde, l'extrême droite utilise en fait, les enfants LGBT, les enfants trans, comme base à leur panique morale autour du grooming, genre les soupçons de la pédophilie, les soupçons du détournement de mineurs, détournement de mineurs, ouais, exactement. Et en fait, c'est l'extrême droite, c'est la droite catholique qui l'utilise fois après fois. Du coup, ça a été utilisé dans la rhétorique de Viktor Orban, qui a passé une loi sur la propagande des LGBT, pareil par Poutine. Au Royaume-Uni, Margaret Thatcher, sous ce prétexte-là, elle a interdit de parler des sujets LGBT. C'était la loi fameuse section 28. Et en fait, à chaque fois, ça mène ensuite au fait que les personnes trans, les personnes LGBT ne peuvent pas exister au sein de l'école. Ils sont stigmatisés encore davantage pour cela. Et ça mène à des suicides de jeunes personnes LGBT. Et du coup, je pense qu'il faudra qu'on prenne haut et fort ces sujets-là pour combattre quand cette rhétorique va s'avancer. Elle se avance déjà. Il y a un livre qui est sorti, qui a été traduit en français, qui s'appelle Les endommagements irréversibles de Abigail Shrier, qui dénonce une épidémie de jeunes filles entre guillemets, qui font des transitions transmasculines et qui se mutilent entre guillemets les corps. Et donc il y a tout le temps des tentatives de allumer les braises d'une panique morale sur les enfants, sur les adolescents trans. Et nous, il faudra parler aussi du fait que, en fait, il y a une propagande hétéronormative, hétérosexuelle dès l'enfance, en fait, durant toute notre vie. Et si ce n'est pas du grooming, pourquoi ce serait du grooming de parler des sujets LGBT? Parce qu'en fait, il y a vraiment, même quand vous êtes enfant, vous subissez tous les jours une injonction à la norme hétérosexuelle, une injonction aussi à une adhésion même à la culture du viol, parce que ce sont des trucs de ouf qu'on apprenne aux enfants de comment se comporter, c'est quoi les rapports entre les hommes et les femmes. La séduction, etc. Oui, exactement. Ouais. Et donc ça, si tant que l'école ne fait pas de vrais efforts pour combattre la culture du viol, pour combattre les normes sexistes, etc., tant que les membres du gouvernement tiennent des discours sexistes, comment on peut dire que aborder des sujets LGBT, ça serait du grooming, et tout ça, ce ne serait pas du grooming. Genre, c'est absurde. C'est un continuum, pardon. Non, je disais, il va falloir être vigilant justement à ce que ne pas laisser tout ce terrain à l'extrême droite. En fait, il va falloir que nous, les progressistes, il faut qu'on l'investisse aussi et qu'eux ne soient pas juste à donner à donner le tempo en fait sur ces enjeux-là, et que nous on soit tout le temps en réponse dans la réponse, alors que les attaques elles sont déjà là en fait.
Ouais, ils sont plus que des cas là. Effectivement, tu parlais de ce livre fraîchement traduit. C'est aussi des espaces où on se positionne comme, où l'extrême droite se positionne comme experte. Et c'est gravissime, effectivement. Et je sais pas si vous vous rappelez, justement, on parlait des enfants trans qui sont soit complètement invisibilisés, soit en fait niés dans leur autodétermination. Je sais pas si vous vous rappelez de cette petite fille hyper médiatisée, Lily, qui avait 8 ans dans le Vaucluse, tout à fait. qui en fait racontait à ses parents. Je crois que cette histoire a émergé en 2020. Elle racontait à ses parents, elle exprimait clairement des signes de mal-être et ses parents lui demandaient pourquoi. Elle a dit en fait, je suis pas bien, je veux mourir, je ne suis pas le corps qui m'a été assigné à la naissance, je suis une fille. Et ses parents l'ont cru, ils l'ont écouté, ils l'ont amené voir un psychologue qui a reconnu aussi sa transidentité, et donc dès l'âge de 8 ans. Et en fait, c'est le personnel éducatif qui était contre, en fait, une partie en tout cas du personnel éducatif dans son école. Et c'est gravissime, en fait, ce qui s'est passé. C'était un cas emblématique de à quel point en fait la transphobie dès l'école primaire, et même avant, peut-être ailleurs, mais en tout cas peut léser, peut blesser, peut voire tuer, en fait. Et, ça priverait une enfant de son droit à l'éducation, enfin de son accès à l'école. C'est gravissime, en fait. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement grave. Et là, c'était un cas concret en France, avec les 2 parents qui étaient OK. Et même une expertise psychologique, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il fallait de plus? Mais oui, en fait, les personnes trans en particulier sont agitées comme un épouvantail systématiquement par l'extrême droite, et pas que. En fait, c'est un continuum de violence, parce qu'en fait, la transphobie est enracinée dans le sexisme aussi. Et donc, voilà, en fait, on agite les personnes trans comme un épouvantail pour continuer à soutenir le patriarcat. Enfin, c'est n'importe quoi. On a Maxence qui est pour la première fois sur le chat, bienvenue. Qui a une remarque. En tant que prof d'SVT débutant, j'ai essayé d'introduire le sujet de la transsexualité dans mes activités. Je me suis rendu compte que ce qui était vraiment dur, c'était le conflit entre l'éducation qu'elles ont à la maison. Les enfants ne sont pas bêtes, mais très influençables. J'ai l'impression qu'aborder ça en classe ne suffit pas pour faire avancer les choses. Les parents devraient autant être sensibilisés que les enfants, selon moi. Alors, effectivement, oui, l'école n'a pas un rôle... Voilà, l'école a le rôle qu'elle a, mais effectivement, oui, si l'école déjà fait des progrès là-dessus, la société derrière reste une société hétéronormative et cisnormative. Et oui, la sensibilisation doit s'exercer à bien d'autres niveaux. Je ne sais pas ce que ça vous inspire aussi, ce commentaire qui vient d'un prof d'SVT qui tente un petit peu d'amener les choses. Dire faut sensibiliser les parents à ça, c'est assez utopiste. Tu peux pas prendre tous les parents du monde et dire bon allez, vous allez tous faire un réunion parents-prof en classe, allez hop, etc. Non, effectivement, mais après je sais pas trop s'il y a une solution vraiment concrète à ça, mais en fait à partir du moment où tu expliques bien les choses et que les enfants après, en fait on sait pas ce qui se passe après, c'est-à-dire que quand tu expliques quelque chose à un enfant, quand tu lui apprends quelque chose en tant que prof, peut-être que cet enfant après va revenir voir ses parents, va lui reposer des questions, et ou alors va aller chercher sur internet, vu que maintenant il y a un accès à internet qui est très facile, il y a un accès à la documentation qui est très facile. Peut-être encourager ça aussi, encourager les enfants, en tout cas si c'est au collège, lycée, à dire voilà, faites également vos recherches de vos côtés. Si vos parents sont pas d'accord avec vous, enfin sont pas sont contre ça, moi je vous explique comment c'est, etc. Parce que en fait c'est ça aussi l'école, c'est que ça vous pousse, ok, ça vous apprend des choses, mais après ça vous pousse aussi normalement, enfin c'est ce que c'est censé être, ça vous pousse après à réfléchir au-dessus de ce qu'on vous apprend seulement à l'école. Et quand tu fais des cours de littérature, tu lis pas juste un livre pour lire un livre de base normalement, c'est tu lis un livre pour t'intéresser à la littérature et pour après toi t'orienter vers cette voie ou pas. Et là en fait ça devrait être pareil, tu sensibilises à quelque chose, tu expliques que ça existe. Et après, après malheureusement, bon, si les parents et les enfants veulent pas, malheureusement on peut pas les forcer, même si ce serait un beau rêve. Mais je sais pas si c'est une solution vraiment durable et efficace à 100%. Mais effectivement, dire que sensibiliser tous les parents, comme ça, peut-être en fait organiser des meetings dans des écoles, tu peux faire un truc où les parents et les élèves sont invités avec justement un prof de SVT ou n'importe, ou d'histoire même, qui vient et qui explique simplement les choses, dans le cas d'un prof de SVT qui explique ce que c'est tout simplement une personne transgenre, qui fait de la sensibilisation tout simplement aux parents et aux enfants, qui est ouverte aux deux, et
voilà, ça peut être une solution. Voilà. Oui, après, est-ce que c'est la place de l'école d'éduquer les parents? Je crois pas, mais effectivement, pour le coup, l'école, c'est un service public, il y a un droit et même un devoir. Du coup, oui, les enfants, on peut leur expliquer quelque chose. Après, si les parents derrière défont tout ce qui a été fait à l'école comme sensibilisation, comme éducation, comme pédagogie, c'est là où, en fait, on n'a pas forcément de prise. Mais dans le chat, vous êtes plusieurs personnes à mentionner l'importance des représentations. Et qui sont aussi un levier, qui n'est pas le seul, mais qui en est un. Oui, effectivement, ça peut jouer. Quelqu'un cite Plus belle la vie, parce qu'il me semble qu'il y a eu un personnage il n'y a pas longtemps qui était trans, et que ça... Et c'était un personnage gay aussi, enfin voilà, un des premiers rôles gays, enfin voilà, c'est une série qui a quasiment 20 ans maintenant. Et c'est regardé... Et c'est extrêmement regardé. Extrêmement regardé. Si ça a 20 ans, c'est aussi regardé par plusieurs générations différentes. Et du coup, c'est effectivement quelque chose d'extraordinaire, en fait, quelque part. On peut penser ce qu'on veut de cette série, mais en tout cas, elle rentre dans des foyers qui n'avaient peut-être jamais entendu parler de personnes transgenres de manière... neutre ou positive, voire bienveillante, et effectivement ça sensibilise peut-être des grands-mères, des grands-pères, des grands-parents. En tout cas, c'est une porte d'entrée, quoi. Ça sème une petite graine, et après, mais je pense que c'est la même chose avec l'éducation. Finalement, ça pose ça là, voilà. Et après, voilà, c'est pas une unique représentation qui va changer les préjugés de quelqu'un, je pense, mais c'est un ensemble de petites choses et de petits éléments qui crée finalement une toile de représentation et qui permet de remettre en cause certaines idées préconçues qu'on a sur les personnes trans, sur les personnes, sur les gays, sur les lesbiennes. Enfin, voilà, c'est un ensemble finalement. Je crois que effectivement, on est censé avoir des cours d'éducation sexuelle depuis la primaire. Moi, j'en ai eu à peine au collège et au lycée. Et j'avais jamais entendu parler de personnes transgenres et de personnes intersexes dans ces cours-là. Et en fait, j'ai fait mon éducation à ce niveau-là sur YouTube, en fait, tout seul. Et voilà. Et en fait, c'est hyper important que l'école puisse être un espace de repère, parce qu'en fait, c'est un devoir, encore une fois. Enfin, c'est un service public, quoi. On reste à l'école parce que justement, il y a une personne qui est assez réfractaire à cette idée d'aborder les sujets LGBT à l'école trop jeune. C'est Emmanuel Macron. Meilleur lancement. Êtes-vous favorable à l'idée que les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre soient traitées au sein de l'école de la République? Et si oui, à quel âge? Je ne suis pas favorable à ce que ce soit traité dans l'école primaire. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Je suis sceptique sur le collège, mais ma position n'est pas arrêtée. Mais qu'au lycée, qu'on fasse ce travail et qu'on puisse s'intégrer avec le périscolaire, la médecine scolaire et les enseignants, et qu'on puisse penser ce qui n'existe pas aujourd'hui, j'y suis favorable. Je veux simplement dire que, c'est très important qu'on en parle là, que ce soit dans le débat public de cette campagne. Moi, pour l'instant, j'ai jamais été interrogé là-dessus, donc merci de pouvoir en parler. 2, je pense que c'est très important qu'on ait de la bienveillance, du respect, et qu'on accompagne tous nos ados qui, justement, se posent cette question. Et ont un mal-être et sont dans des cadres où ils ont le sentiment de ne pas être reconnus. Je le dis parce qu'on parlait du harcèlement qui conduit à la souffrance, mais sur ces sujets, beaucoup de nos ados aussi ont une souffrance personnelle parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être écoutés, accompagnés. Et donc c'est là aussi où je pense que l'accompagnement, qui n'est pas forcément celui du prof, mais auquel on doit se faire où, réfléchir, non mais où l'école doit être vigilante, mais en parler aux parents, et ça peut se faire dans le périscolaire, mais on doit être à l'écoute, et ça aussi c'est le rôle de l'éducateur. Mais je ne suis pas sûr que ce soit à l'école primaire, j'en suis sûr, dès le collège, moi je vous le dis, c'est plutôt mon sentiment. Je n'ai pas de réponse toute faite. Mais je pense qu'il faut qu'on avance sur ce sujet, parce que je vois de plus en plus de jeunes qui se posent la question, et je vois que c'est un sujet où il y a un problème ce que je dirais, de reconnaissance. Ça va, vous n'êtes pas trop tendu? Je vais tout casser. C'est marrant parce que là, c'est un bout de l'extrait, mais dans la vidéo complète, il y avait un petit peu la suite. Et donc, le journaliste Thomas Negaroff va le chercher un petit peu plus loin. Et Macron sort un peu de ses gonds. Je crois qu'il lui dit qu'il est un peu conservateur là-dessus. Et Macron dit mais quand même, j'ai fait les thérapies de conversion. Et là, c'était vraiment typiquement le hey, regarde Joker. Ah non, moi je suis okay. Donc voilà, c'est marrant comment il est. C'est cette ère de Macron qui est très mais je les vois, ces ados, blablabla. En souffrance. Juste, ça date de quand, ça Alors ça, c'est pendant la campagne. La campagne. Ça a 2 mois max. C'est vraiment pas vu. On est vraiment sur un sujet, voilà, sur une interview pré-élection, enfin pré-premier tour, où Brut, justement, avait l'occasion, avait le luxe de pouvoir interviewer Emmanuel Macron dans cette campagne que l'on connaît. Mais donc, le fait qu'il y a... 14 avril 2022.
Ah, Pardon. Ouais, je voulais juste dire que le fait qu'il comment dire, il fait une distinction entre les différents âges auxquels ce serait OK d'en parler et auxquels ce serait voilà, inacceptable d'en parler, bah, c'est en fait les mêmes logiques dont on a parlé plus tôt, que genre il y aurait de certains âges auxquels ce serait trop tôt de... Ouais. Pas assez tôt en fait, comment dire, pas trop tôt de parler de l'hétérosexualité, de parler de la norme hétérosexuelle, de la norme aussi du genre qui est imposée en France, mais d'autres âges auxquels c'est en fait encore trop tôt de parler du fait d'être trans, du fait d'être non hétérosexuel, homosexuel, lesbienne, etc., bisexuel. Donc c'est vraiment... Comment dire, c'est puant comme rhétorique et elle a les mêmes logiques que la rhétorique de droite, d'extrême droite sur ces questions. Genre, profondément, même s'il essaie de le dire d'une façon gentille, bienveillante, etc., profondément, ça a les mêmes logiques. Ouais, et en plus, ce que je comprends, enfin, dans l'extrait qu'on vient de voir, ce qu'explique Emmanuel Macron, c'est aussi que... Enfin, il parle de personnes qui seraient en souffrance, et en fait, du coup, c'est extrêmement pathologisant. Et ensuite, c'est pourquoi il y a un truc où en fait, c'est l'éducation nationale qui répondrait à la souffrance de certains ados, plutôt que d'être dans une démarche proactive pour faire juste de l'éducation. Cool, constructive sur la question genre et au fait ça existe, en fait ça peut très bien se passer, enfin je vois pas pourquoi est-ce que ça devrait être seulement si certains ados émettent des doutes, des questions et signalent de la souffrance. Là dans ce cas-là on serait à l'écoute. C'est toujours les exceptions, il faut concentrer nos efforts sur ces ados qui dérogent à la règle de l'hétérosexualité et de la cis-identité. Mais il faut surtout pas que les... Faudrait pas sensibiliser tout le monde. Non, là, ce serait. Faut pas que les ados cis se décentrent. Faut pas que les ados hétéros se décentrent et qu'on apprenne aussi en fait qu'il s'agit pas juste de tolérer les autres, mais juste de dire en fait que d'autres modèles existent et que non mais sont là, en fait. La fragilité de sa cis-hétéronormativité en fait, c'est genre le bouc à peur. On va s'en occuper s'il y en a. Seulement s'ils souffrent très fort, s'il y en a et s'ils sont en souffrance. Ouais, si voilà. Ça va alors. Et puis bon, s'ils pouvaient attendre le collège et le lycée pour être en souffrance et oser le dire, pas trop tôt. Ce serait cool. Pas trop tôt. Parce qu'en primaire, non, vous souffrez en silence s'il vous plaît. Enfin, déjà c'est gravissime, enfin, c'est de la non-assistance à personne en danger. Enfin, on parle de gens qui... L'espérance de vie des personnes trans en France, elle est extrêmement courte. Enfin, c'est une réalité chiffrée aujourd'hui. Et en fait, on fait comme si ça n'existait pas, que ça advenait dans des cas extrêmement marginaux. Et seulement à l'âge adulte. Alors c'est faux. Enfin, c'est faux. L'école, comme il le dit, en plus, il reconnaît en fait qu'il y a du harcèlement à l'école et que ça amène des situations de souffrance extrêmes. Mais en revanche, il faut attendre le collège-lycée quand on est une personne LGBTQIA+. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est de la non-assistance à personne en danger. Enfin, mais c'est très intéressant l'enrobage de bienveillance dans cette prise de parole qui est très... c'est pour protéger les jeunes. Touché en fait. C'est vraiment ça. genre nos ados. Solidaire quoi. Ouais. C'est la posture habituelle de Macron de dire des choses dégueulasses sous couvert de bienveillance démocratique. Ils sont concernés. Ils sont concernés, oui. Il a fait du théâtre en même temps. C'est vrai. Oui, il parle de respect, de tolérance. Mais le langage corporel... Respect et tolérance, quoi. Le langage corporel pour un théâtreux, c'est très très Sarkozy. C'est une autre histoire. Mais par contre, c'est quand même incroyable parce que je rejoins ce que disait tout à l'heure. L'obligation scolaire, c'est jusqu'à 16 ans. Or là, il est en train de dire l'école, c'est hors de question. Et collège... Peut-être, mais pas sûr. Voilà. Je suis sceptique. C'est déjà un truc qui est censé être déjà mis en... Enfin, je veux dire, l'éducation sexuelle, c'est pas censé être juste l'éducation sexuelle hétéro. Donc à partir de là, déjà, il se met en porte-à-faux avec ce qui existe. C'est lunaire. Non, mais en fait, ce qu'il est en train de dire, du coup, c'est qu'en gros, dans ses idées, il serait plutôt contre le fait d'avoir une éducation sexuelle à l'école, finalement. Parce que, encore une fois, l'obligation scolaire, c'est jusqu'à 16 ans. 16 ans, allez, t'es fin 3e, début collège. Début du lycée, pardon. Donc en gros, ça veut dire, si tu quittes l'école à 16 ans, t'as jamais d'éducation. Pour lui, en tout cas. Et en plus de ça, parce que pendant l'extrait, j'ai retrouvé l'article. L'article L316-16, version en vigueur depuis le 26 août 2021. D'accord. Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes et contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines. Après, c'est d'autres choses sur un cours d'apprentissage sur les gestes de premier secours, etc. Bon, pour le coup, c'est intéressant, mais c'est pas le sujet.
Mais en tout cas, est-ce que c'est réalisé actuellement à l'école? J'en suis pas sûr du tout. Et du coup, Emmanuel Macron ne connaît pas ses propres lois apparemment du coup. Donc voilà quoi. Il se contredit lui-même dans son interview. C'est assez aberrant de voir ça, je trouve. Et il contredit les textes en vigueur. Et il contredit les textes en vigueur. Mais oui, mais ce que je trouve le plus déplorable et triste, c'est qu'en fait on en fasse un sujet uniquement grave. C'est que en fait les réalités LGBTQIA+, ok, en fait ce qui est grave, c'est pas d'être LGBT. Ce qui est grave, c'est la LGBTI-phobie en fait. Enfin, rappelons les bases. Enfin, c'est la haine qui est gravissime. C'est pas nos existences, nos identités. Et en fait, justement, l'école serait un espace où on pourrait en parler de manière relativement neutre et positive et constructive et dire oui, ça existe, c'est des variations du vivant, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, enfin je sais pas, mais pour moi c'est... En fait, je m'énerve tout seul derrière un micro, mais ce que je veux dire, c'est que dès l'école primaire, on pourrait justement faire un sujet qui n'est pas de l'ordre de la gravité, de la mort, de la souffrance et du harcèlement et autres violences en fait. On pourrait justement en faire dès l'école primaire un espace de liberté, d'écoute, de respect et d'acceptation et même juste genre de célébration en fait. On est cool. De ouf. On arrive à la partie espoir et perspective de ce nouveau mandat. Qu'est-ce qu'on attend en 2022 et jusqu'en 2027? Grand Dieu, 2027, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi je me dis waouh, 5 ans. Qu'est-ce qu'on va devenir? Non, mais sur ce sujet, bon, évidemment, il y a plein d'autres sujets qui m'inquiètent aussi pour ce nouveau mandat, mais voilà, on va se concentrer sur les questions LGBTI+, sur cette question de qu'est-ce qu'on attend de ce mandat. Racontez-nous dans les commentaires, d'ailleurs, dans le chat. Vous attendez quoi de Macron, est-ce que vous avez de l'espoir? Qu'est-ce que vous voudriez voir advenir? Mais aussi, qu'est-ce qu'on risque de voir advenir à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a déjà des choses au gouvernement? Un coming out au gouvernement? Plusieurs? Il n'y a pas de gouvernement encore. Oh well. Mais Sacha, toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce que t'as en tête justement pour ce 2002-2027 avec Macron? 2027, c'est tellement loin. Je sais, mais je dis rien que de le dire, j'ai un coup de pelle, quoi, c'est pas possible. Non, mais personnellement, moi j'attends Gilets jaunes 2. J'entends vraiment un mouvement social super fort qui va renverser le pouvoir parce qu'en réalité on ne peut pas juste attendre les bras croisés. C'est que qu'est-ce que Macron va nous offrir cette fois-ci là, parce qu'en fait en réalité le deuxième quinquennat il va être encore plus réactionnaire et brutal que le premier parce qu'il se sentira pas ligoté par l'obligation de se réélire. Donc il va sans doute passer des réformes sociales terribles. En fait, aussi je pense qu'on n'a pas assez parlé, mais en fait les personnes LGBT ne sont pas touchées que par des questions LGBT, donc toutes les questions sociales, tous les droits sociaux qu'il va mener dans les prochaines 5 années, ça va aussi nuire aux personnes LGBT. Les retraites, le chômage, les APL, tous les droits sociaux qui existent en France, la sécurité sociale, l'hôpital public, tout ça qui sera miné encore davantage dans une logique néolibérale par Macron, tout ça va nuire gravement aux personnes LGBT les plus précaires. La guerre qu'il mène non officielle aux migrants, ça va concerner les personnes LGBT parce qu'il y a énormément de personnes LGBT parmi les personnes migrantes. Il construit de nouveaux centres de rétention. Il prévoit, il me semble, 24 nouveaux centres de rétention. La construction donc ce sont des prisons pour des migrants dont le seul crime c'est de se trouver sur le sol français. Donc il y aura énormément de choses terribles qui vont se passer et qui ne sont pas directement liées aux droits LGBT. Ce n'est pas directement de recul concrètement sur les droits LGBT, mais tout ça, ça concerne des personnes LGBT. Et donc moi, j'ai l'espoir que vraiment il y aura un mouvement social qui va faire converger plusieurs fronts, les luttes anticapitalistes, les luttes antiracistes, les luttes LGBT, les segments les plus radicaux de la lutte féministe, de la lutte trans, et que on puisse prendre le pouvoir, parce que, désolé, c'est peut-être pas la réponse la plus attendue, mais c'est quelque part notre obligation, parce que aussi on a quelques années pour agir pour empêcher les conséquences du réchauffement climatique. Donc franchement, moi ça m'intéresse pas de juste suivre l'évolution du quinquennat Macron et ensuite aussi passer tout un
agenda militant, tout notre agenda militant, en synchronisation avec l'agenda parlementaire, avec l'agenda de l'Assemblée nationale. Donc, comme ça a été le cas les 5 dernières années. Donc, il y avait la réforme PMA, donc on manifestait pour la PMA et contre la manif pour tous. Il y avait la réforme pour interdire les thérapies de conversion, donc on parlait de ça et on était parfaitement aligné, parfaitement synchronisé avec l'agenda parlementaire. Donc, moi, j'ai l'espoir qu'on va imposer notre agenda à nous et que, en fait, la force du mouvement social sera tellement importante que, comme ça a été le cas en mai 68, ils n'auront pas le choix de reculer sur un énormément de choses, de donner des acquis sociaux et que j'espère aussi que le mouvement trans, le mouvement LGBT, on sera dans l'avant-garde de ce mouvement social, de cette révolution qui sera en cours. Parce que voilà, donc, est-ce qu'on a vraiment le choix de juste attendre qu'on nous donne des miettes, oui, les des mêmes miettes dont on en parlait attendant tout à l'heure. 2027 et là il y aura toute cette cavalcade de nouveau avec l'extrême droite qui sera encore plus forte et encore une fois le barrage et on va voter pour non mais je me dis déjà là, si on se bouge pas le cul on va arriver au même exactement au même résultat que les derniers mois d'enfer et la planète aussi sera définitivement détruite et il y aura un désert pour tout vivant, il y aura une extinction du vivant. Donc, de quel droit LGBT pourra-t-on parler si la planète ne sera pas vivable? Finalement, assez accessoire au final. Là, ouais, il fera 50 degrés, on fera un live ici même peut-être. Je te préviens Sacha, je ne veux pas qu'on refasse le même live qu'il y a quelques semaines en 2027. Oh mon Dieu, le barrage à l'extrême droite, again. Je m'y refuse. Voilà. Mais du coup, Maëlle, tu as l'obligation avec toi, Anthony, avec toi aussi, on a l'obligation collective de renverser le pouvoir. L'engagement est pris ce soir. On ne se retrouvera pas dans cette situation. Marie conclut. Anna, qu'en penses-tu de quels espoirs, quel espoir ou quel désespoir pour ce nouveau mandat? Est-ce qu'un petit retour de la PMA peut-être une tentative l'autre justement moitié. détente, l'autre moitié, le PMA 2, le retour. Non mais en matière de droits LGBTQ+, je rejoins Sacha, je pense qu'on n'aura rien. Il y a rien eu dans sa campagne. Il y a rien dit Le dessus. programme était littéralement vide à ce C'est ça. sujet. C'est-à-dire vraiment, là, depuis les dernières semaines, on a 4 sujets. On a 4 sujets qui tournent en boucle, l'écologie, il y a le burkini maintenant qui se ramène aussi dans les débats. Ça va continuer de tourner autour de ça. Il y aura l'immigration et en fait le problème c'est que Emmanuel Macron, au-delà de savoir est-ce que Emmanuel Macron va agir en faveur des personnes LGBTQ+ ou pas, en fait à partir du moment où tu agis de façon à favoriser la précarité, tu agis pas en faveur des personnes LGBTQ+. C'est-à-dire que quand tu es une personne trans, tu as énormément de frais à payer. Et le truc, c'est que, évidemment, moins tu as d'argent, plus c'est compliqué pour une personne trans, déjà. On parle de l'accès à l'emploi, on parle de l'accès à la santé, par exemple, l'accès au logement, tout simplement. Et toutes les inégalités qui vont encore plus arriver. Moi, je me dis, c'est ce qui va arriver. En fait, j'ai encore du mal à réaliser. Honnêtement, j'ai encore du mal à réaliser parce que on avait beaucoup d'espoir pour Mélenchon cette année. Il y avait eu beaucoup de bruit autour de lui. Il a fait en vérité un bon score dans le sens par rapport à ses années d'avant. Il y a quand même eu une évolution. Malheureusement, ça n'a pas été assez, mais avec tout l'engouement qu'il y avait autour, j'avais énormément d'espoir et voir le résultat du second tour, j'ai encore du mal à réaliser. Mais en fait, j'ai encore du mal surtout à me projeter. Mais en fait, je me dis, si c'est comme les 5 dernières années, ça va renforcer les inégalités et c'est pas ce qu'on veut, quoi. C'est clairement pas ce qu'on veut et c'est pas du tout en notre faveur. Enfin, c'est en la faveur de très peu de gens en réalité. C'est en faveur de 4 personnes en France qui ont 99% des richesses. Et c'est tout, quoi. Donc, comme quoi, parfois, la France respecte les minorités. C'est une minorité. C'est la seule fois. Super. Un minuscule espoir, peut-être, minuscule, j'exagère, mais en tout cas un espoir peut-être à travers le dit 3e tour les législatives du 12 juin, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ça approche. Est-ce qu'on y croit? Voilà, il y a une gauche qui se met en ordre de marche plus ou moins forcée parfois, mais en tout cas, voilà, il y a des choses peut-être à espérer de ce côté-là pour avoir une assemblée suffisamment forte face à Emmanuel Macron, peut-être. Écoutez, on verra. Personnellement, je ne suis pas, genre, je l'ai dit publiquement et tout, donc je peux le réitérer. Je ne suis pas convaincu aussi
de l'alliance qui a été faite plutôt droitière de la NUP, donc avec le Parti socialiste notamment, et aussi avec le PCF, encore c'est peut-être plus discutable, mais je pense pour beaucoup de gens en France qui pensaient pendant 10 ans, y compris pour les militants de la France insoumise, qui pensaient que la France insoumise incarnait une rupture avec la gauche sociale-libérale, la gauche traître du Parti socialiste, qui pensaient que c'était genre l'avenir de la gauche, etc. Je pense que c'est compliqué, c'est problématique le fait que cette alliance n'a pas pu se faire avec le NPA par exemple, mais a pu se faire avec le Parti socialiste. Donc on va voir à quel point ça va aussi diminuer ou contribuer à une déflation d'enthousiasme pour cette coalition électorale et programmatique. Et je pense aussi, ce n'est pas anodin aussi, le fait que encore une fois, un parti anticapitaliste n'y figure pas, mais un parti social-démocrate qui a dégoûté des générations entières de la politique, c'est-à-dire le Parti socialiste, y figure. Je pense que ça va aussi mener d'une façon ou d'une autre à des concessions programmatiques. Après, on sait qu'en général, sur les questions LGBT, le champ politique français de gauche, il peut... comment dire, il peut avoir pas tant de différences que ça, mais il y a des sujets quand même qui clivent, notamment la question du travail du sexe. Mais là, pour le coup, tous les partis sont dégueulasses dessus. Ouais. Mais je pense que ça tiendra à des associations qui vont imposer ce sujet de plus en plus fort. Et je sais que aussi des associations comme Accept ST, par exemple, ils sont en dialogue, même avec le gouvernement actuel. Ils soumettent des rapports au ministère de Santé et de Solidarité, des rapports détaillés avec des recommandations concrètes, comment améliorer la prise en charge des personnes trans, comment améliorer tout un tas de choses, comment prendre en compte les connaissances, l'expertise des associations trans. Donc je sais que quoi qu'il arrive, concrètement, avec la reconfiguration du champ politique, je sais qu'il y a des associations qui mènent un travail acharné, quels que soient les gens au pouvoir. Après, évidemment, si c'est ces gens-là qui sont au pouvoir actuellement qui vont y rester, ce qui nous attend, c'est un appauvrissement, une précarisation et encore plus de morts de la communauté LGBT parce que la précarité, elle tue. Non, je veux dire après ça. Je suis totalement d'accord. Je rejoins à 100%. Quoi, pardon, j'ai manqué d'un rebond de... Et toi, Maëlle, est-ce que tu as de l'espoir? Non, pas beaucoup, pas énormément. Le temps file, mais on voulait quand même faire un petit... je veux dire, un aparté, c'est pas tant un aparté que ça, mais... Et en plus, ça a été évoqué un peu en filigrane à plusieurs reprises dans vos différentes interventions, mais on voulait aussi parler de la situation à l'international à travers différents points. Enfin, Sacha, toi, tu viens de Russie, justement, et sur les questions LGBT, la Russie est un pays un peu qui est souvent brandi comme est-ce que j'oserais dire un des pires pays au monde, ou en tout cas un pays qui a une législation extrêmement dure envers les personnes LGBT, où il y a un niveau de répression qui est énorme. Justement, en plus, à l'heure actuelle, la Russie, il y a aussi tout ce contexte géopolitique par rapport à l'Ukraine. Justement, sur où est-ce qu'on en est justement par rapport à tout ça. Les deux ne s'imbriquent pas, mais clairement, on est sur une situation qui s'est durcie encore plus en Russie, justement, pour toute personne qui est identifiée comme opposant politique, et ça recouvre énormément de choses, notamment les personnes LGBT ou les personnes qui sont activistes sur ces questions de protection des droits humains. Non, même par rapport à la Russie, je pense qu'au niveau législatif, il n'y a pas tant de choses que ça qui pénalisent directement les personnes LGBT, les personnes trans. Moi, comme j'ai évoqué plus tôt dans l'émission, il y a une loi qui interdit la propagande LGBT aux mineurs, aux personnes mineures, et qui, du coup, fait des sous-entendus législatifs dégueulasses quant à la pédophilie, pédocriminalité supposée, la perversion supposée des personnes LGBT qui chercheraient à traquer des enfants, etc. Donc, c'est dégueulasse. Mais par contre, il y a pas tant de gens que ça qui ont été condamnés. Il y a eu quelques cas, quelques affaires, et elles sont graves. Mais en général, on ne peut pas dire qu'au niveau législatif, c'est un des pires pays du monde. Par contre, au niveau du débat public,
au niveau de la transphobie, l'homophobie, qui est courante de la société et à laquelle l'État contribue, le pouvoir contribue. En effet, c'est un des pays les plus homophobes et les plus transphobes du monde, et aussi avec des États dans l'État. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, le territoire de la Tchétchénie, de la République de Tchétchénie, c'est un État au sein de notre État. Donc, il y a d'autres lois qui fonctionnent sur ce territoire. Et en fait, il y a un pouvoir tyrannique, dictatorial de Ramzan Kadyrov. Et donc, son régime a perpétré des crimes atroces contre la communauté LGBT. Ils ont torturé des centaines de personnes dans des prisons qui ne sont, dans certains cas, ne sont même pas marqués sur la carte. On les voit juste sur la satellite, mais sur les cartes officielles, on ne les voit pas. Donc, dans les prisons extrajudiciaires, ils ont commis des tortures, même aussi des meurtres des personnes LGBT. La plupart, c'était des hommes gays. Mais aussi, du coup, il y avait aussi des femmes lesbiennes qui ont été capturées, des personnes trans. Et du coup, ça a amené à une énorme vague de migration des personnes LGBT du Caucase du Nord. Du coup, moi aussi, j'ai immigré du Caucase du Nord parce que je considérais que ça pouvait se répandre dans d'autres républiques du Caucase du Nord à la manière de Tchétchénie. Et du coup, il y avait une grosse opération des militants LGBT en Russie pour sauver ces personnes qui sont traquées par le pouvoir de Kadyrov, pour sauver aussi ces gens-là parce qu'ils étaient outés, ils étaient exposés en tant que LGBT à leur famille, et du coup, ça revenait aussi à leur famille de, quelque part, purger la honte qu'a apporté leurs enfants LGBT. Et donc, voilà, il y a je pense des centaines de personnes, peut-être même plus, qui ont quitté la Russie suite à ces persécutions-là. Et ça a été fait avec totale complicité et indifférence du gouvernement de Poutine, qui était parfaitement au courant de ce qui s'est passé, mais qui n'a pas levé même son petit doigt pour l'arrêter, parce qu'il y a des complexités géopolitiques et politiques qui l'expliquent. Mais voilà, il y a quand même un État dans un État, la Tchétchénie, un état d'exception, où il se passe des choses terribles, où c'est vraiment une réalité terrible pour les personnes LGBT. Et je pense en ce moment, maintenant que la Russie, donc le gouvernement de Poutine, a pris la décision de déclencher la guerre en Ukraine, la situation est très grave pour les personnes LGBT parce qu'il peut y avoir une mobilisation générale de toute personne qui a un passeport, un marqueur de homme, un marqueur masculin de genre à leur état civil. Et donc ça peut être dramatique pour toutes les personnes, voilà aussi. Je veux dire, c'est dramatique pour tout le monde en général, en fait, pour tout homme adulte et pour toute aussi personnes trans, femmes trans, par exemple, qui peuvent avoir, ou même hommes trans aussi, qui peuvent avoir un marqueur de sexe à l'état civil de homme. Ils peuvent être envoyés à la guerre, ils peuvent être envoyés à cette guerre génocidaire parce qu'il s'agit maintenant des tombes, voilà, de fosses de masse, des fosses communes dans lesquelles sont enterrés des enfants, des femmes, des hommes ukrainiennes. Donc c'est dramatique parce que du coup, si cette mobilisation générale va s'appliquer, parce que la Russie est en train de perdre la guerre actuellement, donc elle ne peut pas la mener indéfinitivement avec une armée contractuelle, elle devra passer au conscrit et ensuite à la mobilisation générale potentiellement. Si ça arrive, ce sera terrible pour les personnes LGBT, et on a vu la même situation se dérouler en Ukraine où en fait ça a été interdit de quitter le pays à toute personne qui avait un marqueur de sexe masculin à l'état civil, et du coup ça a en fait empêché de nombreuses femmes trans, de nombreuses personnes transféminines de pouvoir quitter le pays. J'imagine que ça a touché aussi des personnes transmasculines qui ont déjà obtenu un changement d'état civil. Et du coup, à chaque fois, c'était des associations LGBT qui devaient intervenir pour sauver ces personnes une par une. Mais voilà, ça montre aussi, je pense, le drame de la guerre qui, en fait, fait basculer toutes les normes sociétales. Genre 10 pas en arrière, c'est la brutalité de la guerre. Et je pense la situation en Russie est aussi dramatique parce que le pays est frappé par des sanctions. On
en cours voilà, de cette opposition entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi le bloc de l'OTAN et la Russie. Et ces sanctions économiques touchent l'économie russe. Et pour l'instant, la Banque centrale fait maintenir l'économie russe sur un niveau plus ou moins stable, même si déjà il y a des milliers d'emplois qui ont été supprimés avec le départ des entreprises occidentales. Mais du coup, ça va quand même avoir des conséquences irréversibles pour l'économie russe. Et quand la Banque centrale ne pourra plus l'entretenir, elle va s'effondrer en fait. Et cette économie-là, cette récession économique-là, comme je dis, tous les phénomènes économiques, tous les phénomènes de précarité, ça touche en premier lieu les personnes LGBT. Et donc déjà, les personnes LGBT en Russie actuellement sont privées de la possibilité de venir en Europe parce qu'on interdit l'entrée en Europe à toute personne qui a juste un passeport, la nationalité russe, par une décision de responsabilité collective. Et donc, ces personnes LGBT ne peuvent pas venir en Europe pour demander l'asile. Souvent, elles n'ont pas même de fonds, elles n'ont pas assez d'argent pour le faire. Et après, quand il y aura cette récession, quand il y aura cet effondrement économique en Russie, elles seront encore plus appauvries, encore plus de la merde. Et la situation de crise fait que c'est toujours les personnes les plus précaires et les plus vulnérables qui vont, quoi qu'il arrive, se retrouver les plus impactées finalement. Trinquer en première. Donc oui, la situation est dramatique, il n'y a pas d'autre mot à dire et je pense que c'est une guerre terrible dont la responsabilité entièrement revient au régime poutiniste qui contrôle les médias en Russie, les médias qui diffusent des discours, encore une fois, guerriers, xénophobes. C'est une propagande, vraiment. Oui, c'est ça, mais aussi, du coup, c'est les mêmes machines qui ont été utilisées pour stigmatiser les personnes LGBT. Et c'est pour ça que, par exemple, à la fin des années 90, le niveau de tolérance, le niveau d'acceptation des personnes LGBT, il était assez élevé en Russie. Et en 20 ans, on a vu vraiment une poussée réactionnaire incroyable par des médias qui sont contrôlés par l'État. Et maintenant, c'est un des pays les plus homophobes et transphobes du monde. Et ça, c'est vraiment un vrai exemple de ce qui se passe quand des pyromanes d'extrême droite contrôlent le système médiatique. Donc, ça peut très, très, très facilement arriver en France aussi. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas qu'on pense que la société qui reste plus progressiste que le pouvoir, elle reste toujours vraie. En fait... que les choses sont acquises et que ça bougera pas, on est forcément sur une pente croissante lente, et... mais tu vois, ça, the arc of justice is long, but it bends, towards justice. Mais c'est pas forcément vrai, ça peut reculer. Ça peut être infléchi par justement la propagande réactionnaire. Vraiment une poussée réactionnaire forte avec les médias, avec des politiques, avec un climat global qui est entretenu en fait. Et c'est aussi des choses qu'on voit à l'heure actuelle qui peut-être identifie d'autres boucs émissaires. Hein. Tu vois, je pense par exemple à la communauté musulmane qui est utilisée, instrumentalisée justement pour faire passer des lois, qui est complètement stigmatisée dans certains médias, etc. Finalement, c'est des choses, c'est comme ça qu'on entretient un terrain. Enfin voilà, c'est visible aussi à d'autres degrés en France envers d'autres populations, quoi. On ne peut qu'espérer la fin de la guerre et le jugement, en fait aussi un renversement de pouvoir en Russie, quoi, et le jugement du régime poutiniste pour tous ces crimes de guerre qui ont été commis, et le jugement aussi de tous ces soldats russes qui ont commis des crimes de guerre épouvantables et qui ont laissé des centaines des orphelins, des centaines de victimes, des centaines de morts. Voilà, on espère que la justice va triompher un jour. Je sais pas quand, mais... On parlait aussi de glissement, moi j'ai noté le mot backlash, et c'est vrai que parfois j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose, c'est une tendance qu'on voit se répéter parfois dans des pays qui ont l'air justement plus acquis aux droits des personnes LGBT, et récemment aux États-Unis on voit notamment s'exercer une forme de backlash, en tout cas en direction des personnes LGBT et peut-être plus encore en direction de la communauté trans. Cette loi Don't Say Gay, différente en Floride justement, qui est passée, qui interdit d'évoquer, ne serait-ce qu'évoquer la question de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre dans les écoles. Il y a plusieurs autres projets de loi qui sont en route. Toi, Anna, t'en as parlé des fois, parfois dans la chronique queer, c'est des choses que tu vois passer justement dans ta timeline de ta revue de presse. Pour le coup, c'était pas aux États-Unis, mais on avait parlé du Royaume-Uni, avec où il se passe énormément de choses, bien sûr. Les thérapies de conversion qui reviennent à la discussion en ce moment. Mais pour le cas des États-Unis, en fait, pour moi le plus gros problème, c'est que c'est un pays qui est encore trop ancré à sa religion, je trouve.
C'est un pays qui est encore très religieux. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont religieuses là-bas et qui du coup se servent de leur foi pour discriminer, pour dire c'est pas en accord avec ma religion, on veut pas de ça, etc. Oui, il y a eu des lois justement qui protègent la liberté religieuse et en fait c'est des jolis enrobages finalement pour dire en fait c'est un permis de discriminer tout simplement. C'est exactement ça. Et pour moi, alors est-ce que c'est la cause directe Peut-être pas, mais en tout cas c'est pour moi un signe que le pays actuellement est en train de faire une espèce de marche arrière là-dessus et aussi sur l'IVG également. Tout à fait. Qui est encore en discussion aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression on a le contraire actuellement de la France. C'est-à-dire qu'en France, on est en train de se poser la question est-ce qu'on devrait en parler ou pas ? Aux États-Unis, ils se sont dit non, on n'en parle pas. C'est un petit peu ça. On rentre encore une fois dans ce cercle de dire tout ce qui sort de l'hétéronormativité. Non, c'est pas normal, c'est pas naturel. On met le haut là tout de pas. Suite avant que ça dégénère et que où là il y a plein de petits homosexuels partout là. C'est ça. C'est vraiment le mythe du lobby LGBT là-bas. Il est incroyablement cru en tout cas. Et c'est terrible ce qui se passe en ce moment. Parce que, en fait, quand tu vois ça et tu te dis que la France est extrêmement influencée par les États-Unis, alors peut-être pas forcément au niveau des droits, mais en tout cas de ce qui en sort. Je pense notamment aux modes, etc. C'est pas les droits, mais je veux dire, on est quand même très influencé par les États-Unis parce que les États-Unis, c'est quand même un pays qui pèse un petit peu. Je me dis, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir s'en inspirer en France ? Est-ce qu'on se dit, ok, ça progresse dans un des plus gros pays du monde, est-ce que ça va progresser aussi dans les autres pays ? En fait, est-ce que ça va donner des billes un peu à certains courants conservateurs pour dire ok, ils ont utilisé cette méthode-là en agitant une panique morale par-ci, en faisant un petit peu bouger les trucs par-là, et est-ce que derrière ça va inspirer quoi. Et en plus, je rejoins encore une fois ce que je disais juste avant, quand tu vois ça, plus les Royaumes-Unis, les discussions qu'il y a, plus le cas des personnes trans en Ukraine, plus la Russie, plus la Hongrie avec Viktor Orban. C'est Hongrie, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Tout à fait, plus, il y avait autre chose, j'ai oublié ce que je voulais dire. Enfin bref, tu vois que dans plein de pays, il y a encore des choses très graves qui se passent. Tu te dis comment ça va évoluer tout ça. Et effectivement, aux États-Unis, ça se passe comme ça se passe. Hein. On a changé de... Enfin, aux États-Unis, ils ont changé de président en se disant bon, ça y est, Trump, ça dégage, on va peut-être avoir mieux. Est-ce qu'on a eu mieux est-ce que les États-Unis ont eu mieux On ne sait pas, finalement. C'est peut-être sous Biden que la question du droit à l'avortement va être complètement remise en cause dans l'ensemble des États. Donc, on se dit, oui, comment ça se passe là ? Quelle solution on a ? Donc voilà, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir comment ça va évoluer dans les autres pays, surtout avec ce qui se passe dans les autres pays. Sur le Royaume-Uni, justement, t'en parlais un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu justement la situation actuelle par rapport à... Il y a la question de l'accès à la santé pour les mineurs trans, il y a aussi la question des thérapies de conversion. Là, il y a beaucoup de strates, de lois en discussion, etc. Plus des polémiques sur différents cas médiatiques. Mais le plus gros truc actuellement, il y a la thérapie de conversion qui est remise en cause parce qu'elle a été interdite, si je dis pas de bêtises. Et là, elle est remise en question en disant peut-être que finalement, on va la remettre... je crois que c'est uniquement pour les personnes trans en plus. Si je dis pas de bêtises, il y a ça et en plus le gros ce qui a fait beaucoup de bruit dernièrement, c'est J.K. Rowling. Moi c'est vraiment le truc qui me sort de la tête parce que vraiment je me dis comment on peut encore donner du crédit à cette personne. Déjà avant on savait que cette personne avait des prises de position terribles, mais en fait aujourd'hui c'est encore plus terrible parce que on sait que cette personne a de l'argent, on sait que c'est une personne qui est très influençable, on sait que c'est un milliardaire, ouais. C'est une milliardaire, oui, c'est littéralement. Et en fait, quand tu as de l'argent, tu influences ce que tu veux. Et le problème, c'est que J.K. Rowling, avec ses prises de position, elle influence aussi les lois qui sont en cours et elle les finance, finalement. Oui, elle a des proximités de toute manière avec des activistes qui défendent des positions transphobes. C'est exactement ça. Donc quand tu vois comment ça se profile... comment ça va se passer ? Boris Johnson, pareil, qui tient des propos, je les ai plus dans la tête, mais je sais qu'il a sorti des petites dingueries dernièrement sur les thérapies de conversion également. Je crois qu'il avait sorti aussi un truc sur le Don't Say Gay, mais version UK, quoi. Enfin, moi, je me demande juste comment ça va évoluer, nous, dans notre cas en France, parce qu'on est en France, mais aussi à l'international. Est-ce que les États-Unis, ça va se répercuter sur toute l'Amérique du Nord et du Sud ? Est-ce que nous en Europe, on va prendre exemple ? Est-ce que le Parlement européen va prendre exemple également ? Parce que le Parlement européen, c'est aussi un truc.
les thérapies de conversion, à la base aussi, c'était un projet de loi européen. Que finalement, ça s'est un petit peu éparpillé. Les pays se sont dit, ouais, bon, moi je vais accepter, moi non, on ne sait pas trop. Et voilà, moi ça fait peur, surtout que le Royaume-Uni, à la base, c'était plutôt un pays, justement, enfin, en tout cas, de ce que j'en avais entendu, qui avait une réputation assez safe, de base, il y a assez longtemps. Oui, plutôt progressiste, en tout cas, sur ces enjeux. C'est assez progressiste, et finalement, aujourd'hui, il y a un revirement, mais d'un coup d'un seul, quoi. Donc, en fait, on peut se dire, tout peut se passer, et du coup, ça rejoint aussi les espoirs en France. Qu'est-ce qu'on attend en France? On ne sait pas, parce que quand tu vois ce qui se passe dans les autres pays, à tout moment, ça peut partir pareil. Il faut garder une vigilance par rapport à ce qui se passe à l'étranger, justement, à ces sujets-là. Et c'est pour ça qu'une journée comme celle-là, elle est importante. Et c'est pour ça que le mot international, dans cette journée, elle est importante. C'est pas juste s'ancrer à la France, c'est de regarder ce qui se passe dans les autres pays. Et moi, je voulais vraiment faire mettre un gros accent sur le mot international, parce que ce qui se passe dans le monde, c'est gravissime en ce moment en matière d'inégalité, en matière de discrimination, et que ce soit plus que les droits LGBTQ+, il y a beaucoup plus que ça. Au niveau des guerres, c'est infernal ce qui se passe en France, et une journée comme celle-là qui vise à la sensibilisation, pour moi c'est très important. Et voilà. Juste peut-être pour rajouter la dernière chose sur les États-Unis, je pense ce qui est important de préciser aussi, c'est les solutions qu'on peut avoir collectivement face à des choses aussi graves qui se passent actuellement là-bas, comme la législation anti-trans dans beaucoup des États, la législation qui pénalise même des parents des personnes trans qui soutiennent leurs enfants dans leur transition. On peut leur retirer la garde parentale pour cela. Et aussi la remise en cause, on a vu avec la fuite de la décision qui se prépare de la Cour suprême sur l'avortement. C'est très grave, c'est un recul en arrière très important. Et aussi la logique qui a été utilisée dans cette décision fuitée, on ne sait pas encore quelle forme finale ça va prendre, mais dans la décision fuitée, la logique qui a été utilisée pour remettre en cause le droit à l'IVG, elle postule que dans la Constitution, ce n'est pas explicitement écrit que une femme a le droit à l'avortement. Et en fait, ayant dit ça, dès que ça va rentrer en vigueur, ils pourront de la même manière dire que rien dit de la Constitution que le mariage gay c'est un droit, et donc revenir sur tout un tas de choses, aussi sur les droits trans, par cette voie de la Cour suprême qui a une majorité conservatrice. Et la question c'est quelle solution on a face à une crise politique comme ça, et si jamais ça arrive, comme tu as dit, en France ou en Europe, de la même manière, c'est quelle solution on aura face à cela. Et donc, aux États-Unis, les gens disaient, quand Trump était au pouvoir, les démocrates disaient, voilà, vous avez manifesté beaucoup avec le mouvement Black Lives Matter, vous avez investi la roue pendant super longtemps, et maintenant vous devez investir les urnes, et maintenant vous devez dégager Donald Trump par les urnes. Et c'était ça la solution principale qui a été proposée. Et donc, énormément de gens ont fait effectivement barrage à Trump, l'ont fait dégager. Mais en fait, les logiques profondes qui gouvernaient la société américaine n'ont pas été remises en question. Et Biden, quand il arrive au pouvoir, en fait, les institutions ont été déjà penchées en faveur des républicains. Et lui, il ne souhaite pas faire quoi que ce soit de radical pour remettre en question ces blocages institutionnels qui ont été instaurés par Trump et par d'autres avant lui. Et donc, notamment, il y a plein de choses qu'il pourrait faire. C'est par exemple casser les règles de filibuster qui empêchent la législation. C'est expand the court, c'est-à-dire additionner de nouvelles juges, élire de nouvelles juges à la Cour suprême. Mais ça voudrait dire sortir un peu des règles hyper étroites qu'il considère comme institutionnelles, démocratiques. Et donc, c'est comme si, en fait, c'est une situation absurde où, en fait, les démocrates ont une majorité parlementaire, ils ont la présidence, ils ont tous les niveaux de pouvoir, ils ont une majorité numérique, même si dans leur parti, il y a des dissidents comme Joe Manchin qui empêchent le passage de législation.
Mais de toute façon, c'est une situation absurde qu'ils ont la majorité numérique dans, dans tous les niveaux de pouvoir, sauf les cours, et ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit. En 2 ans, ils n'ont passé aucune législation substantielle pour subvenir aux besoins des personnes précaires aux États-Unis, pour garantir les droits des personnes LGBT, etc., etc. Là, ils ont essayé, ils ont échoué de garantir le droit au niveau fédéral à l'avortement. Et donc, là, les gens commencent à dire, les militants du Parti démocrate, les cadres du Parti démocrate, ils disent, si vous êtes terrifiés par le passage, par cette décision qui se prépare à la Cour suprême, il faut que vous votiez aux élections législatives. Or, il n'y a vraiment aucune garantie que même avec ce mandat de vote, avec cette nouvelle vague de vote pour dégager l'extrême droite républicaine, il n'y a aucune garantie que les démocrates vont faire quoi que ce soit pour pallier à ces problèmes profonds. Et alors que les républicains ne se réchignent pas de casser toutes les règles du jeu et de faire n'importe quoi et de nommer autant de juges que possible, en fait, Trump, il est très prisé par le Parti républicain parce qu'il a nommé des milliers de juges à tous les niveaux judiciaires. Et donc, il a transformé déjà le visage judiciaire du pays qui est les États-Unis. Il a aussi une marque, même s'il ne revient pas au pouvoir en 2024. Oui, même s'il ne revient pas au pouvoir en 2024, on espère qu'il va mourir avant que cela arrive. Même s'il ne revient pas au pouvoir, l'Amérique est profondément transformée, elle est profondément changée. Alors que les démocrates ne souhaitent pas faire quoi que ce soit de substantiel. Donc, est-ce que la solution à chaque fois à ces situations, c'est juste le cadre du vote super étroit et on va mettre tous nos espoirs sur le vote? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que ces gens qui sont censés nous représenter, même de gauche, qu'ils représentent nos espoirs et qu'ils vont être une résistance suffisante face à l'extrême droite. Notre live, tout ça, ça touche à sa fin. C'est un bon mot de fin en plus. Bon mot de fin. Excellent mot de fin. En tout cas, merci beaucoup pour ce live. Anthony, où est-ce qu'on peut te suivre, te lire, te voir? Mais sur mademoiselle.com, un peu comme toi. Je suis également présent sur Twitter et Instagram si vous voulez. C'est Anthony, ANTHONYVNCT, comme Anthony Vincent en fait. Voilà. Et sur mademoiselle.com. Et toi, Anna, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, c'est sur Twitter, Instagram et Twitch. AnnaChan _ donc tiré du bas TV sur les 3 réseaux. Voilà, c'est le même. Quel est le prochain rendez-vous sur Twitch? Le prochain rendez-vous sur Twitch, ça va être quand je rentrerai chez moi déjà. Et non, il y a la chronique queer qui revient du coup vendredi. Parfait. Vendredi à 19h. Tu sais déjà de quoi tu vas parler? Pas encore. J'ai pas encore préparé l'émission, mais tu pourras débriefer ces 2 heures de live. Déjà, on va en parler. Ou pas, ou pas. Non, mais si, on va en parler, c'est sûr. Trop bien. Mais j'aime bien préparer mes émissions un petit peu à la dernière minute, comme ça, je prends vraiment les derniers trucs qui arrivent. Et en plus de ça, j'avais le trajet, etc. Parfait. Des infos toutes chaudes. D'accord. Et toi, Sacha, où est-ce qu'on peut te suivre? Du coup, on peut lire des textes que j'écris sur Xerac Media. Du coup, j'ai écrit un texte aujourd'hui sur les attentats de l'extrême droite et sur leur base idéologique, par exemple la théorie du grand remplacement, qui est une théorie française et qui est exportée par la France. C'est le rayonnement à l'international de la France. Oui, voilà, le rayonnement international. Et du coup, ça parle un peu du fait que la France n'est pas, elle, immunisée contre les attentats d'extrême droite et que, étant donné qu'il y a autant de groupuscules armés et que, étant donné qu'il y a autant de gens qui ont infesté la police et l'armée d'extrême droite, qui sont d'extrême droite, je pense que en fait c'est juste une question du temps avant que cela n'arrive en France, et donc ça pose des questions très concrètes de sécurité pour nos communautés qui sont marginalisées, qui mènent une lutte, je ne sais pas, féministe, antiraciste, LGBT. Et donc, l'article pose un peu des questions. Qu'est-ce que nous faisons actuellement pour se protéger et pour se préparer à ces éventuels attentats d'extrême droite? Et c'est vraiment pas... je sais pas, c'est pas faire une panique à propos de rien, c'est vraiment, il y a plus de 10 attentats déjà qui ont été inspirés par la théorie française du grand remplacement, et en France, les politiques utilisent quotidiennement le terme du grand remplacement, même de la classe politique. Il y a même des gens de la droite républicaine, soi-disant, comme Éric Ciotti et Valérie Pécresse qui l'ont utilisé, donc c'est vraiment une bombe à retardement.
Et il faut qu'on soit prêt que cela puisse arriver. Et évidemment, ça va toucher en premier lieu, sans doute, la communauté musulmane, les personnes non blanches, les personnes immigrées. Donc, soyons prêts à cela et combattons l'extrême droite. Voilà. Parfait. Merci pour ce mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup pour ce très beau live. C'était passionnant. Et j'espère que sur le chat, vous avez aussi apprécié. Merci aussi beaucoup pour toutes vos questions et vos remarques. Voilà, on est ravis d'avoir pu vous répondre et on espère que vous avez aussi appris plein de choses. C'est la fin de notre live spécial 17 mai. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant ces 2 heures. Merci beaucoup à Sacha qui nous a rejoints. Merci Anna de nous avoir confié les rênes de la chronique queer temporairement pour cette spéciale. Merci Maëlle pour cette présentation du tonnerre, cette expertise, ce glow. Merci à la régie, Chakam et Inès qui nous ont tout préparé. C'était merveilleux. Merci beaucoup. Cette fois, on n'a pas eu de bug technique, donc c'est super. Merci au chat. Merci à toute l'équipe de Mademoiselle. Merci au chat. Merci à la modération, Chino et Ezok, qui sont toujours là pour nous soutenir et pour bannir tous les trolls qui passent des fois. Mais, il y avait Aki aussi, je l'ai vu dans le chat. Il y avait Aki Coria aussi, je l'ai vu dans le chat. Super, merci en tout cas à tous les modos. Heureusement que vous êtes là et merci évidemment à Humanoid. On vous dit à très vite. Je ne sais pas du tout quel est le prochain live sur MAD, donc je suis navrée. Je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'on revient, mais on revient très bientôt. Sûrement demain, je suis quasi sûre que demain. Voilà, ça fait une chute, une sortie moyennement efficace, mais en tout cas, voilà, je vous dis à très très vite sur la chaîne. Il faut s'abonner pour savoir quand ça sera. Abonnez-vous simplement, abonnez-vous. Mademoiselle, évidemment. Et lisez mademoiselle.com, vous aurez toutes les infos. Voilà. Bon 17 mai. Bonne soirée. Bonne soirée.